Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence à cette conférence sur le thème de l'eau et de l'agriculture. Donc, cette conférence a été organisée par 5 étudiants dans le cadre de notre master en gouvernance des risques environnementaux. Donc, il s'agit d'un master pluridisciplinaire regroupant des élèves à la fois de l'Université Lumière Lyon 2, Lyon 3, Centrale Lyon et Sciences Po Lyon. Donc, nous assurons également ce soir la régie son et lumière, ce qui explique qu'il y aura plusieurs va-et-vient entre ici et le haut de la salle, donc nous nous en excusons par avance. Avant de laisser la parole aux intervenants à cette table qui nous font l'honneur de leur participation, quelques mots d'introduction sur le thème de ce soir. On parle régulièrement dans l'actualité de l'eau comme ressource convoitée et parfois à l'origine de conflits. Alors, tentons d'expliquer l'augmentation des pressions sur les ressources en eau douce à l'aide de chiffres. Certes, l'eau recouvre une grande partie de la surface terrestre, mais plus de 97% de cette eau est salée et donc non consommable en tant que telle, même pour l'agriculture. Les quelques 3% restants sont des réserves d'eau douce, mais elles ne sont pas toujours utilisables facilement. La majeure partie est stockée dans des glaciers ou bien dans les entrailles de la Terre, hors d'atteinte pour les hommes. En définitive, l'eau douce disponible pour les êtres humains, celle que l'on retrouve dans les lacs, les rivières ou bien les nappes phréatiques de faible profondeur, représente moins d'1% de l'eau totale sur Terre. Le problème, c'est que la demande en eau ne cesse de croître, tandis que les ressources, elles, sont limitées. Et au-delà du manque, les questions de la pollution de l'eau ou de sa mauvaise gestion sont autant de sources de conflits. Un autre facteur permet d'expliquer les tensions grandissantes sur la ressource en eau, c'est celui du dérèglement climatique. En effet, l'eau présente à l'état solide, liquide ou gazeux circule et se transforme grâce à l'évaporation, les précipitations, le ruissellement ou encore l'infiltration. L'ensemble de ces processus naturels forment le grand cycle de l'eau. Avec lui, le volume d'eau douce reste relativement stable au fil des siècles. Avec le dérèglement climatique, l'atmosphère se réchauffe, ce qui accélère l'évaporation. Lorsque l'évaporation a lieu à la surface des océans, cela forme plus de nuages et qui feront du coup plus de pluie. Et si l'évaporation a lieu à la surface de la Terre, cela assèche le sol. Donc la perturbation du cycle de l'eau permet de mieux comprendre l'augmentation des phénomènes hydrologiques hors normes, tels que les sécheresses ou bien les inondations, mais aussi le fait qu'une fois évaporée, l'eau désormais présente dans l'atmosphère sous forme de gaz n'est plus disponible immédiatement pour les hommes. En 2022, la 6e limite planétaire relative au cycle de l'eau douce a été franchie. Et puis enfin, si elle nous permet de boire ou de nous laver, l'eau permet aussi de nous nourrir. Aujourd'hui, dans le monde, 70% de l'eau douce est utilisée pour l'agriculture. Le modèle d'agriculture intensive moderne est fortement dépendant à l'eau et cette dépendance est aussi à l'origine de sa vulnérabilité face au dérèglement climatique. Les pertes de production agricole liées aux vagues de chaleur et aux sécheresses ont triplé ces 50 dernières années en Europe. Dès lors, une question se pose. Comment nourrir la planète dans un contexte de pression sur les ressources en eau douce ? Et au-delà de l'impératif de sécurité alimentaire, quels sont les enjeux associés à l'agriculture dans le contexte du dérèglement climatique ? Tentons de réfléchir ensemble à la transformation de notre modèle de production agricole actuel vers une gestion durable des ressources en eau. Pour cela, nous avons l'immense plaisir d'accueillir 4 intervenants au profil varié et je laisse la parole à Victoria pour les présenter. Merci et bonsoir à tous. Donc bonsoir Monsieur Éric Sauquet, vous êtes notre premier intervenant et vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, qui est l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Mais également vous êtes chef de département adjoint hydrosystème et risques naturels du département Aqua. En parallèle, vous êtes directeur d'un programme de recherche interne baptisé ClimaE, agriculture et forêt face au changement climatique, adaptation et atténuation. Donc, bonsoir, maintenant Madame Diane Mazur, vous êtes ingénieure agronome et agricultrice à Policy dans l'Aube depuis 10 ans. Vous êtes engagée en faveur d'une agriculture de conservation des sols et dans ce sens, vous êtes également vice-présidente de l'association pour la promotion d'une agriculture durable qui s'appelle l'APAD. C'est une association regroupant 1000 agriculteurs en ACS sur toute la France. Et dans ce cadre, vous participez au bureau de l'initiative internationale 4 pour 1000 qui incite les acteurs à s'engager dans une agriculture qui stocke du carbone dans les sols. Vous êtes en parallèle administratrice de la coopérative agricole La Chambrière.
Donc bonsoir, maintenant c'est notre troisième intervenant, Nicolas Alban. Vous êtes directeur à la délégation de l'eau à la délégation de Lyon à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse depuis 2019. L'agence de l'eau a pour mission d'initier une utilisation rationnelle de la ressource en eau, la lutte contre la pollution et la protection des milieux aquatiques. Également, vous avez été chef du service eau et environnement à la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres pendant 4 ans. Et enfin, notre dernier intervenant est Nicolas Crac. Bonsoir, vous êtes le directeur du syndicat mixte hydraulique agricole du Rhône, ainsi que directeur des associations syndicales autorisées, donc les ASA, d'irrigation. Vous dirigez donc les études et les projets hydrauliques au sein du SMAR, qui prend en charge les activités d'irrigation dans le département du Rhône. Et cette collectivité territoriale est maître d'ouvrage de tous les travaux d'irrigation collective, mais aussi des installations de production et de transit. Alors, notre conférence se déroulera en 3 parties. La première partie sera basée sur les enjeux de quantité et de qualité de l'eau et leur incidence sur les productions agricoles. Nous proposerons donc un focus sur l'évolution des précipitations dans un monde à 4 degrés à partir des prévisions du GIEC, et nous vous inviterons à réagir dessus. Dans un second temps, nous nous pencherons sur les réponses apportées jusqu'ici visant à assurer une disponibilité en eau en continu et aussi à faire face à des variations saisonnières. Il s'agira également de voir en quoi elles sont critiquables. La dernière partie aura pour but de se pencher sur d'autres solutions, donc d'autres pratiques qui seront à explorer, permettant de s'adapter au dérèglement climatique. Merci Valentine pour cette introduction et Victoria pour l'introduction de nos intervenants. Nous allons passer maintenant au débat. Nous avons eu la chance de recueillir 2 témoignages d'agriculteurs, Félix Martin et Pierre Chanéac, que nous allons écouter juste ici. L'année dernière, on a eu une saison assez sèche. L'année d'avant, on avait une saison très humide, pour le coup. Mmh. Donc en fait, le changement climatique, c'est plus ça. Enfin, il y a pas que des sécheresses. Pour la culture principale, les ressources en foin, donc en herbage, on constate une diminution des productions avec des années correctes et d'autres années où on est facilement à moins de 30, moins de 40%. Et là, il paraît impossible de pallier à ce manque de production par un arrosage. Donc là, il y a un gros problème à venir. Donc, suite à ces interventions des agriculteurs qu'on a pu recueillir, je vous propose de regarder cette petite carte qu'on voit sur la diapositive, où on voit les prévisions de précipitations dans le monde avec le changement climatique, et notamment avec un monde à 4 degrés. Et on voit qu'en France, on est un petit peu en zone rouge. Donc, on peut se poser la question suivante de l'impact du changement climatique sur le cycle de l'eau, quels impacts ça va avoir sur la quantité, la qualité de l'eau et notamment sur l'agriculture du coup à travers ça. Peut-être Monsieur Soquet, si vous. Oui, alors je vais commenter un petit peu la carte. En tout cas, effectivement, c'est une vision d'un monde à plus 4 degrés. Hein. Alors, à quelle échéance on peut espérer ou pas ce genre de situation? C'est en gros en fin du 21e siècle. Les projections du GIEC annoncent un monde avec à peu près ce visage-là. Donc, dans le cas d'un scénario incontrôlé d'émissions de gaz à effet de serre, on s'oriente vers cette situation. Alors, ce que vous pouvez voir sur la carte, on a une vision mondiale, hein, c'est que tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne, c'est-à-dire que les évolutions vont être vraiment dépendantes de l'endroit où on est. Et la France, dans ce cas-là, elle se situe juste à une sorte d'interface
où on a un nord de l'Europe qui, a priori, aurait plus de précipitations qu'aujourd'hui, et puis un sud, tout ce qui est autour de la Méditerranée, qui va s'assécher. Donc on est dans des contrastes assez importants, même pour un tout petit territoire qu'est la France. On va avoir des évolutions climatiques qui vont changer. Alors c'est ce qu'on voit là à l'échelle annuelle, hein, c'est l'évolution des précipitations à l'échelle annuelle. Quand on va regarder ce qui se passe à l'échelle des saisons, on a encore d'autres contrastes qui vont apparaître, c'est-à-dire que on tendrait vers un hiver en général beaucoup plus pluvieux qu'aujourd'hui sur la France, et à l'inverse un été beaucoup plus sec qu'aujourd'hui. Et puis les saisons intermédiaires resteraient à peu près, enfin on ne sait pas trop encore le signe dans quel sens ça va pencher. Donc voilà un petit peu la vision, bon, sachant que c'est une vision que je vous donne un petit peu avec les mains, et qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, hein, quand on entend les chiffres aujourd'hui. Il faut savoir que les modèles climatiques, tous ces chaînes de modélisation sont porteuses d'incertitudes, de méconnaissance de certains processus. Et voilà, donc on a malgré tout une tendance qui va vers des choses assez significativement différentes demain que le climat d'aujourd'hui, évidemment. Merci pour votre réponse. On a du coup vu cette interdépendance entre l'eau et l'agriculture, comment les cycles de l'eau impactent directement l'agriculture, mais est-ce que les pratiques agricoles peuvent aussi impacter ce changement, ces cycles de l'eau ? Alors, il y a deux choses. Effectivement, le cycle de l'eau va être modifié. Donc, ce qu'on évoquait tout à l'heure, tous les phénomènes d'évaporation, d'évapotranspiration vont forcément beaucoup modifier déjà le sol, déjà la disponibilité de la ressource en eau. Et puis, il y a également le cycle végétal qui va être modifié avec des températures plus élevées. On va voir, comme on a vu par exemple cette année, la végétation qui se réveille un peu plus tôt que prévu ou qui ne s'endort pas, et qui peut subir par exemple un gel tardif, et de ce fait-là être tout ce qui est production complètement ruiné, en tout cas des rendements beaucoup plus faibles que prévu. Donc voilà principalement l'effet de ce changement. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais c'est parmi ceux qu'on peut signaler. Très bien. Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce que peut-être vous voulez rebondir, Monsieur Crac, ou les autres intervenants, de réagir sur cette question ? Oui, alors vous parlez de l'impact des pratiques agricoles sur le cycle de l'eau. Donc aujourd'hui, on est déjà dans un état où l'activité agricole, mais d'ailleurs l'activité humaine en général, a un très gros impact sur le cycle de l'eau. Donc que ce soit en ville avec l'urbanisation, on va avoir des phénomènes d'imperméabilisation qui vont empêcher l'eau de s'infiltrer, tous les aménagements, que ce soit l'endiguement ou l'assèchement des zones humides, tout ça participe énormément à l'accélération du cycle de l'eau. Et puis bien sûr, en milieu agricole, c'est évidemment encore plus le cas avec tout ce qui est remembrement, drainage, etc., qui ont considérablement aussi modifié le cycle de l'eau. Donc de toute façon, aujourd'hui, on est déjà dans une pratique agricole qui a modelé le territoire et le paysage, et donc forcément a atteint le cycle de l'eau, et pour beaucoup d'endroits, c'est encore très impactant. D'une façon générale, on a beaucoup accéléré en fait l'eau dans nos tuyaux, de façon générale, tuyaux d'eau pluviale. M. Alban a parlé des drains en agriculture, ou des fossés bétonnés. Alors on essaye maintenant de faire des nœuds enherbés pour justement infiltrer les eaux et pas les faire courir en direction des fleuves. Enfin, je vais parler, moi, de la région lyonnaise, avec quand même, on est encore, je dirais, des enfants gâtés en France avec un grand fleuve qu'est le Rhône et une grande rivière qu'est la Saône. Mais il faut faire attention à ces phénomènes d'accélération qui provoquent en fait quoi ? Des assèchements de sol, des drainages très rapides vers la même ressource, mais également qui empêchent les aquifères souterrains, les réserves souterraines, de pouvoir se recharger, notamment quand la pluie est régulière et abondante. Donc il faut pouvoir essayer de revenir un peu en arrière par rapport à l'aménagement humain qui a été fait, alors soit en ville, soit en agriculture, pour pouvoir essayer d'inverser un peu la tendance et préparer en fait ces modifications du cycle de l'eau. Merci. Monsieur Alban, du coup, moi je me demandais, est-ce que du coup c'est pris en compte ces aspects de modification du cycle de l'eau dans la planification
à l'échelle plutôt politique, notamment vous en tant que directeur de l'agence de l'eau? Oui, alors c'est justement, on a aujourd'hui un objectif de bonne atteinte de l'état des eaux, ce qu'on appelle l'état des eaux. Ça prend en compte tout un tas de paramètres, mais en gros, c'est aussi bien la qualité de l'eau que la quantité, que le fonctionnement des milieux naturels. Et partout, on évalue cet état des eaux. Vous en avez des rendus très précis qui sont disponibles en ligne. Et nous, agents de l'eau, justement, on va accompagner des opérations de restauration de cet état des eaux. Donc, comme l'a dit Nicolas Crac, c'est beaucoup, on va essayer de réparer le mal qui a été fait. Donc, très souvent, ça consiste à ralentir le cycle de l'eau qui avait été accéléré par les aménagements humains, et puis restaurer la qualité en travaillant sur les substances, les pesticides ou les substances industrielles. Et puis le troisième, les deux éléments, c'est la quantité, donc retrouver l'équilibre quantitatif quand on a trop de prélèvements, et puis le fonctionnement des milieux naturels qui est essentiel dans le cycle de l'eau. Il n'y a pas que la qualité et la quantité, il y a aussi le fonctionnement des milieux naturels. Et on joue bien sur ces trois éléments pour reconquérir ce cycle de l'eau normal, ou en tout cas fonctionnel. Et donc, on le planifie. Donc, vous avez parlé de planification. Donc, c'est exactement ce qu'on fait. On va se donner des objectifs et on travaille ensuite en action pour essayer d'atteindre ces objectifs. Merci pour... Oui, Madame Mazur. Non, moi, je voulais rajouter quelque chose sur les deux précédentes questions. Alors, je ne sais pas quel est le pourcentage de terres agricoles irriguées. Alors, sur le département du Rhône... Sur la France, en fait. Alors, sur la France entière, on est à 6% de la SAU. Surface agricole utile. L'Espagne est à 14, si on se compare par rapport aux pays les plus proches, et notamment méditerranéens, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'on risque de récupérer un climat méditerranéen au moins jusqu'à Lyon, la limite étant juste pratiquement sur le département du Rhône. On est en retard en termes d'équipement, mais ça ne veut pas dire qu'on a la ressource pour pouvoir assurer de partout un taux d'équipement en hydraulique agricole de tous les territoires. Donc, ce que je voulais dire, c'est que s'il y a 6%, ça veut dire qu'il y a 94% des exploitations agricoles qui n'ont pas d'irrigation. Donc, en l'occurrence, moi, je suis sur un plateau calcaire où la Seine, je suis au-dessus de la Seine, mais elle est très loin. Je n'ai même pas l'adduction d'eau courante pour ma ferme, tellement je suis isolée. Je ne dépends que de la pluie. Et en fait, il faut aussi s'interroger sur cette question-là. C'est les productions agricoles, elles sont dépendantes d'avoir de l'eau régulière, des accidents climatiques, comme le disait le témoignage. Et le dérèglement, donc, il peut y avoir pas de solution, ou en tout cas une adaptation des pratiques agricoles, et ça, c'est ce que vous allez dire plus tard, une adaptation des semences qu'on va utiliser, et il n'y aura pas de solution facile, entre guillemets, de la ressource en eau existante. Ça sera super intéressant qu'on revienne sur ce point. Merci Madame Mazur. On reviendra là-dessus justement sur la conservation des sols. J'aimerais rebondir sur un de vos propos, Monsieur Alban. On parlait de qualité et de quantité. On a introduit le propos avec la quantité, mais sur la qualité, on sait que la présence de pesticides nous est mauvaise à l'homme. Mais est-ce que c'est la même chose pour l'agriculture? Est-ce que cette présence de pesticides est problématique? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces pesticides, ils sont massivement utilisés aujourd'hui et on les retrouve dans le cycle de l'eau. Donc, et ça participe à la dégradation des masses d'eau, que ce soit les nappes phréatiques ou les rivières. Donc, nous, agence de l'eau, on va accompagner toutes les actions qui vont participer à réduire ces pesticides, qui sont une cause de pollution majeure aujourd'hui. En gros, pour rester optimiste, par exemple, nous, agence de l'eau, ça fait depuis les années 60 qu'on existe. Il y a un certain nombre de problèmes qu'on a résolus. Toutes les pollutions ponctuelles, notamment les pollutions des eaux usées, vos eaux usées, les pollutions domestiques, les pollutions industrielles ont été massivement résorbées. On a considérablement réduit toutes les pollutions de phosphate, de métaux lourds dans les eaux de surface, y compris dans les eaux souterraines. Donc, ça, c'est grâce aux stations d'épuration, c'est grâce à l'action des industries. Donc, on sait résoudre les problèmes. Après, il y a des problèmes qui nous restent et qui restent à résoudre, et les pesticides en font partie. On a encore aujourd'hui une utilisation massive qui ne baisse pas, et ça reste un gros challenge pour l'avenir. Merci. Oui, j'imagine qu'au niveau de la planification, ça doit être un des objectifs
aussi principaux de pouvoir guider cela sur la présence des pesticides. Est-ce que peut-être d'un point de vue aussi technique, vous voudriez rebondir sur cette question? Alors moi, la qualité de l'eau, c'est pas, je dirais, mon domaine de compétence. Je m'occupe beaucoup de quantité. Ce qu'il faut quand on rencontre les agriculteurs face à des problématiques, j'arrête tel et tel intrant ou pesticide, c'est de leur proposer des solutions alternatives. Je vais prendre un exemple. Les vergers de cerises du département du Rhône ont été ravagés par une mouche, la mouche drosophile, qui rendait en fait impropre à la consommation les cerises, qui étaient invendables. On traitait cette mouche par un insecticide, donc par un pesticide. Pour l'instant, on n'a pas de solution autre. Il y a des filets qui sont en train d'être mis à une maille très très fine pour pouvoir arrêter cette mouche et couvrir les vergers. Mais retirer, si vous voulez, un pesticide à un agriculteur, il faut absolument lui proposer une solution alternative. Sinon, il va constater qu'il a des pertes et il reviendra tôt ou tard à la solution chimique. Donc, on attend de la recherche. Moi, je suis pas chercheur. On attend des gens de l'INRA, etc., qui puissent absolument faire progresser les techniques pour pouvoir proposer des solutions aux agriculteurs. Et retirer les cerises aux consommateurs sera très difficile aussi. Et en fait, c'est la problématique permanente des agriculteurs. On leur dit diminuez vos taux d'engrais sur les blés, par exemple, mais aucun panificateur n'est prêt à avoir un taux de protéines inférieur à 12%. Donc, voilà, on ne peut pas faire de pain sinon. Donc, voilà, les biscuits que vous mangez tous les jours, ils sont faits à partir de blé. Si on faisait ces mêmes biscuits avec un blé non protéiné, qui dit protéine dit nitrate, atome d'azote, tout de suite, vous trouveriez vos gâteaux absolument infects, c'est-à-dire non appétants, etc. Le pain, entre les années 50 et maintenant, a énormément évolué, alors en bien ou en mal, en taux de protéines. Donc, pour le rendre plus appétant, meilleur au goût, etc. Voilà, donc il y a bien une balance entre le consommateur, ses souhaits, très important le consommateur là-dedans. L'agriculture, elle dépend des consommateurs et de la façon dont vous allez pouvoir avoir des produits que vous réclamez, bio, pas bio, avec des taux de nitrate importants ou pas. Voilà, tout ça est lié. Monsieur Soquet, merci beaucoup pour votre retour. Oui, je voulais juste réagir effectivement. Enfin, là, c'est une parole de chercheur. Quand on parle de l'agriculture et de l'eau, il n'y a pas que l'eau entre guillemets dans l'agriculture. Et nous, on essaie au niveau de l'Institut d'avoir une vision un peu systémique où on voit toutes les composantes. L'eau est une composante essentielle. Sans eau, il n'y a pas de vie, il n'y a pas nous déjà. Et puis, voilà, il n'y a pas d'agriculture. Mais il y a vraiment la volonté d'avoir une vision systémique. Alors, pour le futur, par exemple, on se pose des questions sur les ravageurs, sur les progrès de la génétique, sur quel type d'alimentation on a pour demain, les régimes alimentaires, quels sont les leviers, comment tout ça s'imbrique. Et l'eau, effectivement, est une composante, mais c'en est une parmi d'autres. Et on sait très bien que voilà, ça fait partie des éléments très, très visibles. Quand on parle d'agriculture, on l'associe. Enfin, l'eau n'est pas si loin. Voilà. Merci pour vos retours. C'est très intéressant ce que vous avez dit sur sans eau, il n'y a pas de vie, parce que justement, c'est nos témoignages qu'on a eus avec les deux agriculteurs qui vont nous en parler juste après, qui va nous permettre aussi d'introduire une seconde partie, peut-être plus pratique. Je passe un peu trop rapidement. Tac. J'arrive. Je vous propose d'écouter à nouveau nos deux agriculteurs, Félix Martin et Pierre Chanéac. Là, cette année, on avait des restrictions. Quand on plantait, on arrosait quand même le jour, même si on n'avait pas le droit. Mais le jour où on a des contrôles et qu'ils nous interdisent réellement d'arroser, là, ce qu'on plante ne poussera plus. Puis on entend beaucoup de maintenant, il faut cultiver des variétés qui sont économes en eau. Il faut les habituer à un stress hydrique pour que du coup, concrètement, pour de la vie, il faut de l'eau. Pour avoir des légumes qui soient un peu charnus avec de la chair, des bons légumes, il faut de l'eau. On peut pas faire de l'agriculture sans eau.
il serait peut-être intéressant de créer de petites retenues d'eau type étang qui permettraient l'arrosage de petites parcelles de culture et qui permettrait aussi le maintien de la biodiversité, donc des zones humides, que ce soit faune et flore. Donc, suite à ces remarques, on voit que les agriculteurs ont plusieurs outils, on va dire, à leur disposition pour avoir accès à l'eau, mais qu'il y a quand même des conflits là-dessus. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu déjà, premièrement, de quelles sont les techniques qui sont aujourd'hui les plus généralement mises en place pour avoir de l'eau toute l'année? Est-ce que vous, Madame Mazure, vous n'avez pas de système d'irrigation, c'est ça? J'ai pas d'eau. Ouais. Mais par exemple, Monsieur Crac, vous dirigez quand même le syndicat mixte qui s'occupe entre autres de questions d'irrigation. Comment est-ce que ça se gère aujourd'hui avec les agriculteurs? Oui, ce qu'il faut surtout éviter, c'est les maladaptations. C'est-à-dire, ce genre de maladaptation, des projets qui ne soient pas territoriaux. Il n'y a pas de baguette magique en France et ailleurs sur les solutions techniques à apporter à tel et tel problème. Et surtout, à la disponibilité de la ressource pour les agriculteurs. Là où on pourra faire des choses dans l'Est lyonnais, ce ne sera pas pareil qu'à l'Ouest de Lyon. Pourquoi? À l'Est, il faut partir de la ressource et des bassins versants. On a des nappes, on a un fleuve, on peut faire des choses avec. À l'Ouest de Lyon, pas de nappe. Donc vous êtes sur des coteaux. L'agriculteur a cité une des solutions qui est d'essayer de piéger l'eau sous forme de retenue collinaire dans le paysage, donc de faire il appelait ça des mares ou des étangs, qui ont eux-mêmes un impact sur l'environnement. Rien n'est neutre en termes d'impact sur l'environnement. Quand on fait une retenue collinaire, on la fait en principe en fond de vallon. On la fait jamais au cime des montagnes, en principe. Donc, on va emprunter peut-être une partie de zone humide, une partie de cours d'eau. Il faut le faire ça en dérivation des cours d'eau pour pas pouvoir gêner les étiages des rivières en été. Donc, voilà le genre de choses auxquelles on est confronté maintenant. C'est-à-dire adapter les bonnes solutions territorialement. Il n'y a pas de baguette magique. Alors, on peut citer des grands exemples. Comment essayer, et la problématique est générale un peu dans tous les pays, de stocker l'eau quand elle est abondante, pour pouvoir l'utiliser quand elle ne l'est pas, tout en ayant le moins d'impact possible sur les milieux naturels. Voilà l'équation. Après, il y a différentes solutions techniques. Celle-ci, là, était une substitution temporelle. C'est-à-dire, je prends de l'eau dans une nappe quand elle est abondante en hiver, je la mets de côté dans ce qui a été appelé des méga-bassines, des réservoirs, je laisse tranquille la nappe l'été suivant et j'utilise l'eau qui est dans la bassine. Voilà à peu près le principe. Sauf que ça n'a pas été accepté localement, d'après ce que je comprends. Donc désormais, il y a aussi des phases de concertation à avoir territorialement avec les élus, les agriculteurs. Les élus souhaitent conserver des agriculteurs sur leur territoire, de partout, en milieu rural notamment, parce qu'ils entretiennent le paysage. Les agriculteurs ont un tas de fonctions autre que de produire des aliments. Il y a une notion d'aménagement du territoire. Et là-dessus, il faut pouvoir les aider à leur apporter des solutions cohérentes, techniques, qui puissent répondre à tous les critères. Merci pour votre retour. Sur la maladaptation, justement, est-ce que c'est pas aussi une accentuation de notre dépendance à l'eau? Et est-ce que ce ne serait pas des réponses qui sont transitoires finalement? Ou oui. Je ne crois pas. On a une population mondiale qui croît. Alors, elle va peut-être avoir une asymptote un jour, mais il va falloir nourrir la planète. Je rappelle aussi de moins produire de blé en France ou de maïs, vous impactez le Maghreb qui en a besoin. Va-t-on laisser le Maghreb crever de faim ou avoir des pénuries et des famines? Donc, ces gens-là attendent aussi que le Nord produise. Il y a une notion, il y a du localisme à redévelopper en France. Comment produire localement, manger local, mais aussi il faut qu'on ouvre les yeux sur le monde qui nous entoure, qui est instable, et avec des pays qui n'ont malheureusement pas les mêmes chances que nous, et qui attendent de notre part d'avoir des productions agricoles pour pouvoir nourrir leur population.
Est-ce que vous, notamment Monsieur Alban, par exemple, vous avez déjà été confronté sur la région à des problématiques de transition comme ça, pour de transition d'adaptation d'usage en eau? Oui. Alors, avant de parler de transition, on va déjà parler du temps présent. Parce que le problème est au temps présent déjà. Donc, sans parler de changement climatique et de futur, donc faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui la ressource en eau est une ressource finie. Donc, quand vous êtes sur un territoire, votre ressource en mètres cubes, il y a un chiffre en face, et c'est exactement comme votre frigo. Vous ne pouvez pas manger plus que ce qu'il y a dans le frigo. Donc, la première question qui se pose, c'est pour un territoire donné. Vous avez tant de mètres cubes disponibles, qu'est-ce que j'en fais? Et sachant que derrière, vous avez des usages qui se cumulent et pour lesquels il faut faire un partage de l'eau. Donc les grands usages, c'est toujours les mêmes, c'est l'eau potable des habitants, c'est ce que vous buvez, ce que vous mettez dans votre lavabo, etc. Il y a l'agriculture avec l'irrigation, l'industrie qui consomme aussi de l'eau, et puis parfois des usages mineurs, comme même parfois pas mineurs, l'énergie, l'hydroélectricité, les centrales nucléaires. Donc tout ça doit se partager l'eau, qui est un gâteau unique et fini, et les usages n'ont pas les mêmes priorités. L'eau potable passe avant tous les autres. Voilà. Pardon, j'ai oublié l'usage majeur qui fait que j'ai un travail aujourd'hui. C'est les milieux naturels, parce que effectivement, et c'est souvent les oubliés, il faut aussi laisser de l'eau un peu pour les poissons. Voilà, donc il faut partager tout ça entre ces usages. Donc ça, c'est la première question, et c'est la plus importante. Et aujourd'hui, déjà, vous avez des territoires qui sont ce qu'on appelle en déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a trop de prélèvements, il y a trop d'usage de l'eau pour ce que peut supporter justement le milieu. Donc on a déjà aujourd'hui des territoires qui sont en déséquilibre et qu'il faut ramener à l'équilibre. Donc à l'intérieur, ensuite, quand vous prenez par usage, ce fameux usage agricole, il y a une deuxième question qui est, une fois qu'on lui a attribué un volume, il a une partie du gâteau, comment utiliser au mieux cette partie du gâteau? Alors, quelles sont les cultures qui vont être le plus efficaces et les plus productives, entre guillemets, sachant qu'il y a plusieurs façons d'aborder la production. Ça peut être la quantité, mais ça peut être aussi la qualité ou la valeur rendue au territoire. Voilà. Donc il y a différentes échelles de questions et il ne faut pas les confondre. Voilà. Et du coup, j'ai oublié votre question. Et ça, c'est juste le temps présent. Voilà. Donc, nous, on accompagne la résolution de tout ce problème-là de déséquilibre des territoires. Donc, vous avez presque un tiers des territoires de la région qui sont aujourd'hui en déséquilibre. Et partout. Parce que, malheureusement, comme dans la vie, les territoires ne sont pas égaux face à la ressource en eau. Vous avez des territoires qui en ont beaucoup et qui n'ont pas de problème, et puis d'autres qui en ont absolument pas. Voilà. Donc, si vous prenez des petites rivières très, très proches de Lyon, le bassin versant de l'Iseron, qui est une petite rivière, il n'y a pas de nappe, il n'y a rien. Pas de bol pour eux, ils n'ont pas d'eau. Voilà. Et puis à l'inverse, vous avez des territoires qui bordent le Rhône, qui est une ressource abondante, et eux, ils n'auront sans doute pas trop de problèmes. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, faudra projeter ça dans le futur, où là, vous aggravez les déficits. Et donc, non seulement les gens qui ont des problèmes aujourd'hui en auront certainement demain, mais en plus, vous allez rajouter tous ceux qui vont apparaître. Et du coup, est-ce que vous intégrez tout ça dans la planification ou vous prévoyez un petit peu tout ça déjà Vous avez déjà identifié des zones qui étaient à fort stress, ce genre de choses? Ah oui. Donc aujourd'hui, vous avez une carte qui est connue, c'est la carte des bassins en déséquilibre. Donc aujourd'hui déjà, vous avez des déséquilibres. On sait exactement quantifier ces déséquilibres. Il faut faire tant d'économies d'eau sur tous les usages avant un certain délai. Donc, il faut déjà faire ça. Et puis ensuite, on sait d'avance que ces déséquilibres peuvent s'aggraver avec le changement climatique. Et on sait effectivement qu'il faut travailler sur tous les territoires. Il n'y a pas beaucoup de territoires qui seront épargnés par les déséquilibres futurs. Donc, après, voilà, effectivement, il y a des pas de temps, comme vous dites, il y a des transitions. Parfois, on a des solutions qui ne sont pas forcément idéales, mais qui permettent de faire une transition vers un équilibre temporaire pour aller vers d'autres choses. Donc, après, effectivement, on travaille sur des pas de temps qui ne sont pas toujours les mêmes.
Moi, je veux bien rajouter quelque chose sur la transition. C'est que nous, agriculteurs, on subit également un dérèglement climatique. C'est bien la notion de dérèglement climatique. Et qu'en conséquence, alors qu'on va dire qu'on sème en mars, je parle pour les cultures de printemps, on les sème en mars parce qu'il va pleuvoir, il pleut plus, donc on va s'adapter à la météo. Et tout à l'heure, quand vous disiez, oui, moi, je n'irrigue pas, mais en revanche, la météo, c'est ce qui me gère ma semaine, ce qui gère mon quotidien, ce qui gère ma soirée, mon lendemain matin. On dépend totalement de la météo. Heureusement, on peut avoir des très bonnes précisions. Et je vais changer mon programme du jour au lendemain en fonction d'une annonce de pluie ou pas, puisqu'on est vraiment sur des laps de temps d'intervention. Alors, on parle de traitement aussi. Un traitement, il est beaucoup plus efficace. Et ça veut dire qu'on a moins de pertes. La notion d'efficacité n'est pas dans un objectif de productivité, mais d'un objectif aussi de faire attention à son environnement, avec un certain taux d'humidité le matin ou le soir. Et donc, la météo et la notion de s'adapter au climat, elle demande une adaptation énorme, on va dire, du métier d'agriculteur qui va être dépendant de ces conditions-là, beaucoup plus, puisqu'on n'a plus des cycles classiques de climatologie. Merci. Non, juste une intervention. Oui, pour rebondir sur les propos de Nicolas, c'est qu'en fait, on essaye de promouvoir je ne sais pas si vous avez déjà entendu, l'eau comme un bien commun. C'est-à-dire qu'en gros, dans notre vision, alors peut-être parfois idéalisée, du partage de l'eau, on souhaite qu'elle soit concertée et que personne ne s'accapare cette ressource pour lui-même, mais qu'il y ait une réflexion au niveau des territoires pour que chacun y trouve, alors parfois c'est forcément ça passe par des compromis, mais y trouve ses intérêts d'une certaine manière, y compris les milieux évidemment. Merci pour vos interventions. Est-ce que Madame Adir, on pourrait revenir sur vos propos en tant que vous promouvez l'agriculture de conservation des sols. Comment, dans votre pratique agricole, vous assurez d'être bien approvisionné en eau? Alors, pour m'assurer d'être approvisionné en eau, je n'ai pas de solution, à part, j'en ai pas. En revanche, j'ai un système, donc l'agriculture de conservation des sols, donc je ne sais pas s'il faut la définir ou pas, et c'est une agriculture qui, on dit, est résiliente. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il faut l'introduire ou pas. Bon, l'agriculture conservation des sols, elle est basée sur 3 piliers, c'est-à-dire on ne travaille pas le sol, on a des sols toujours couverts. Je sais que vous avez préparé une slide, alors si c'est la bonne. Ah, voilà. Ah mince. Non, je ne voulais pas tout vous changer. Donc, l'agriculture conservation des sols, elle est définie par la FAO. C'est ça qui va sauver le monde. Je vous le dis tout de suite parce qu'elle est à la fois productive et résiliente. Vous avez bien compris, je cherche à la promouvoir, donc je vais vous la promouvoir. Elle est basée sur 3 principes. Donc, si on les prend, c'est ne pas travailler le sol, avoir un sol toujours couvert et une diversification des espèces. Et alors, on va se baser sur l'eau. Pourquoi est-ce que c'est si important? Alors, ces 3 principes, ils marchent que s'ils sont en synergie. J'ai essayé de faire en partant des 3 principes, une sorte de schéma en montrant tous les avantages. Et il y a tellement d'interactions entre les 3 principes que j'arrive pas. Ça fait une grosse toile d'araignée et tout le monde m'a dit que c'était illisible. Donc pour l'instant, j'en suis à juste cette version des gens. Et en fait, si on regarde, sur l'eau, ce qui va être extrêmement important dans les avantages avec la conservation des sols, ça va être un impact sur l'infiltration de l'eau, sur le ruissellement et sur l'évaporation. Alors, en fait, on a plus d'érosion. Donc ça, c'est déjà très important, puisque plus d'érosion, ça veut dire c'est très important sur la qualité de l'eau, puisque l'eau va être sans substance, alors aussi bien des substances organiques, minérales, et puis des substances chimiques. On est bien d'accord. Donc l'érosion est extrêmement importante. Et cette érosion est limitée parce qu'il y a de l'infiltration qui a augmenté. L'infiltration, elle a augmenté parce que grâce à une couverture organique de sol permanente et pas de perturbation, on va avoir une augmentation de la matière organique. Alors, couverture permanente, ça veut dire que vous cultivez pendant l'année une culture qui sert à vous nourrir, et dans le reste de l'année, vous cultivez une culture qui sert à nourrir le sol. Ça, c'est extrêmement important. Donc, en fait, on capte du carbone qu'on va rendre au sol. Donc, cette augmentation de la matière organique des sols, le carbone, c'est l'énergie c'est la vie, il n'y a pas que l'eau. Voilà. Donc, ça va augmentation de la biodiversité du sol, ça veut dire augmentation des vers de terre. Je crois qu'il y a 4 à 10 fois plus de vers de terre dans les sols dehors. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus, parce que quand je regarde chez mon voisin, en hiver, il n'y en a pas chez lui, et moi, il y en a plein. Donc, il y a une augmentation des vers de terre dans les sols, donc ça veut dire bien, malgré tout, avoir une infiltration qui est améliorée, une augmentation, donc là, on parle de macroporosité,
mais aussi une augmentation de la microporosité, c'est-à-dire tout ce qui est les petites porosités, les champignons, toute la vie du sol. Donc on a une meilleure infiltration. On a aussi donc, parce que on a aussi une meilleure structure, qui dit une vie du sol veut dire aussi une structure du sol qui est meilleure, aussi bien par la matière organique, mais par les mycorhizes, vous savez, elles font une petite substance qui s'appelle, alors j'oublie toujours le nom, la glomaline, qui est une substance qui agrègue toutes les cellules du sol. Hein. Donc on a une meilleure structure, donc ça veut dire encore une fois lutter contre l'érosion. Et donc on va limiter le ruissellement. Et puis également, donc la couverture organique, elle va aussi nous protéger. Vous imaginez quand vous avez un sol couvert et qu'il y a de l'eau, la terre, elle part pas. Et puis quand on a un sol couvert, pendant l'été en l'occurrence, il y a des différences entre un sol couvert et un sol travaillé de 20 à 30 degrés sur le sol. C'est-à-dire qu'on va donc avoir une évaporation qui est nettement inférieure. Donc tout ça va avoir un impact sur l'eau. Et quand on parle d'agriculture de conservation des sols, on ne va pas forcément avoir des rendements meilleurs. En revanche, ce que tout le monde dit, c'est qu'on a des rendements plus réguliers. Et avec des situations de sécheresse, on va avoir un impact beaucoup bien inférieur. Donc c'est bien. En fait, jusqu'à maintenant, on disait oui, vous avez un rendement équivalent. Sauf que dans un impact de sécheresse, on a une meilleure résilience. Et cette année, vous avez parlé des récoltes qui étaient plus tôt. Mon exploitation, alors bien sûr, je dis que c'est grâce à l'agriculture de conservation des sols, mais le jour de la réunion finale de notre groupe, de la Chambre d'agriculture de fin de moisson, c'était mon premier jour de moisson. C'est-à-dire que j'avais 3 semaines de différence entre le début des moissons des autres et la mienne. C'est-à-dire qu'on a commencé la moisson et tout le monde avait fini. Alors, c'est pas grave, hein, mais je me dis, alors on n'a pas fait de rendement meilleur, sauf que malgré tout, je pense qu'en résilience, on était clairement meilleur. C'est que nos champs, ils ont pris le temps de mûrir calmement. Je crois que c'était tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, l'agriculture de conservation des sols, je crois qu'on parle d'une réserve utile qui peut augmenter de 20 fois. Il y a plein de super chiffres pour vous dire qu'en résilience, en adaptation par rapport à la climatologie, c'est une bonne solution, à la fois productive et résiliente. Vous parlez de solutions fondées sur la nature, du coup ? Qu'est-ce que vous appelez une solution fondée sur la nature ? Tout ce qui consiste à utiliser la nature pour effectivement... travailler les sols ? Enfin, de tout ce que vous me décrivez, vous utilisez énormément la nature alors, complètement. aller dans le sens de votre service. En fait, c'est des plantes de service qu'on utilise tout le temps. Donc on va, en l'occurrence les couverts, nos fameux couverts, on va les choisir en fonction de plein de critères. Donc vous imaginez que j'ai fini de récolter mon blé, donc j'ai un champ blé, je laisse bien sûr la paille sur le sol, puisque mon objectif c'est bien de prendre le carbone au sol. Et là je vais semer un couvert dans lequel je vais mettre de la facélie. Alors la facélie c'est une jolie petite fleur violette avec une petite cyme scorpoïde qui va permettre de couper les cycles, mais également d'attirer tout ce qui est les insectes. Donc couper les cycles des maladies, ça veut dire quelque part derrière, utiliser de moins de produits phytosanitaires derrière. Je vais mettre des tournesols. Alors, 1, parce que ça fait des beaux supports. 2, parce que ça fait des jolies fleurs. Ça, il paraît que ce n'est pas un critère valable, mais ça veut dire que ça fait quand même plaisir aux insectes. Et je vais mettre une légumineuse, puisque vous savez tous que les légumineuses, ça capte l'azote de l'air. Donc on va donc nourrir notre sol en matière azotée, ce qui va permettre de faciliter la digestion de toutes les pailles qu'on a laissées au sol. Je ne sais pas si ça vous dit le rapport C sur N. Donc si on veut que les carbones soient bien digérés, il faut lui donner de l'azote. C'est le principe de base. Donc on va améliorer la fertilité de nos sols par là. Je vais prendre un radis qui s'appelle le radis structurator. C'est trop génial, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc c'est un radis qui va structurer mon sol, qui va faire une grosse racine. Donc souvent après des sécheresses où justement ça permet de rouvrir le sol, mais c'est utilisé. Décompacté, ouais. Et le décompacter, donc c'est vraiment, j'aime bien son nom, mais bon c'est un objectif. Qu'est-ce qu'on mettra d'autre? Globalement à peu près. On peut parler de... Effectivement, tout ce que vous décrivez, c'est une façon d'utiliser la nature pour les services qu'elle rend. Donc, effectivement, c'est des solutions fondées sur la nature, qui est le grand principe qu'on défend, effectivement, c'est de... en gros, la nature est bien souvent une solution à tous les problèmes, et très souvent même, c'est la meilleure. C'est la meilleure parce que, effectivement, comme vous le décrivez très bien, elle apporte des services qui sont très éprouvés, puisque c'est testé par des millénaires d'évolution. Donc en général, il n'y a pas de défaut de fabrication. Et puis, elles sont intégrées dans un cycle global naturel, donc elles s'autorégulent.
il n'y a pas d'effet de bord ou d'effet de second tour. Vous avez un service après-vente parfait, et puis en plus, elles sont effectivement d'entretien en général très peu coûteux, puisqu'elles s'auto-entretiennent. Et puis, l'investissement initial, en général, votre ADI, il est beaucoup moins cher qu'un passage d'engin. Et donc, effectivement, de fait, vous utilisez la nature au mieux, et elle vous rend les services à coût beaucoup plus bas et de manière beaucoup plus efficace que ce que pourrait faire un engin agricole. Et c'est effectivement ce qu'on promeut partout. Et ça marche non seulement en agriculture, mais dans la ville, partout où vous allez, la nature vous apporte en général des solutions qui sont très souvent bien plus efficaces que des inventions humaines. Non, mais je pourrais parler sans fin de l'agriculture de conservation des sols. Donc là, je me suis limitée à l'eau, mais si vraiment vous voulez que j'en parle. Donc oui, en effet, non, mais je vais arrêter. Les plantes vont travailler le sol à notre place, alors que moi, j'ai mon voisin qui est en train de travailler, retravailler son sol. Moi, mais j'ai semé mes plantes et elles poussent. Donc il faut y croire. Ensuite, quand on parle il y a une concurrence naturelle. Alors moi, je trouve que c'est génial, hein, quand on est en train de se dire on va s'adapter au climat. Si on laisse la nature, elle s'adapte toute seule au climat. Bien sûr, on ne va pas dire à toutes les petites bêtes qui sont dans le sol, il se fait chaud, il faut que vous adaptiez. Ça se fait tout seul. C'est ça qui est extraordinaire. Mais cette confiance en la nature, on ne peut pas non plus dire à tout le monde. Alors c'est très difficile, hein, et pour l'agriculture, c'est pour ça que l'agriculture de conservation des sols a du mal à se développer. C'est que c'est vraiment, on parle de changement de paradigme, de révolution dans la tête. C'est vraiment changer tout ce que l'agriculteur a toujours pensé. On lui a dit, il faut labourer. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France, c'est celui qui disait ça. Depuis toujours, on laboure. Donc là, on lui dit, tu touches plus ton sol, tu plantes des plantes et tu regardes. Je veux dire, c'est complètement c'est très difficile à faire passer. Et ce qui est encore plus difficile, c'est que ça vient pas de la recherche. C'est pas toute l'agriculture de conservation des sols, c'est développé par les agriculteurs. Parce que comme on est dans une augmentation de la matière organique, à chaque fois qu'on regarde notre sol, à chaque fois, c'est de mieux en mieux, puisqu'on apporte de la matière. Donc à chaque fois, c'est meilleur. Et on parle vraiment, moi je parle de spirale vertueuse. Et c'est venu des agriculteurs qui, parce qu'ils voient que c'est meilleur, ils vont adapter et chercher des nouvelles techniques, ils vont expérimenter. Et c'est pour ça qu'il y a une diffusion qui vient des agriculteurs, mais qui est parfois plus difficile, parce que la recherche, ça sert quand même à quelque chose. Et il n'y a pas de semences qui ont été vraiment adaptées. Même la manière les lois qui vont régir comment est-ce qu'on veut mettre nos engrais ne correspondent pas à ce système qui est vraiment un système différent. L'impact des produits phytosanitaires n'est pas le même non plus. Il y a vraiment toute une autre manière de faire et c'est pas encore adapté. La recherche a un gros travail. On a besoin de la recherche comme tout le monde. Il n'y a pas que de petites expérimentations parce qu'il y a un laps de temps. C'est 1 an pour avoir une récolte. 1 an pour avoir un cycle annuel. Et donc, on a besoin aussi de la recherche là-dessus. Merci pour ces propos passionnés et passionnants. Est-ce que peut-être Monsieur Crac ou Monsieur Soquet, vous voulez rebondir sur cette notion d'agriculture de conservation des sols? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou... Oui, autour de Lyon, il y a des expérimentations. Il y a un GEDA dans l'Ozon, vers Saint-Symphorien d'Ozon, qui s'est créé exactement sur le même principe pour tester des parcelles en technique sans labour, hein, et en couverts végétaux. Alors, l'État incite également, quand il y a des directives nitrates notamment, sur certains secteurs, de pouvoir avoir des sols qui soient couverts l'hiver, hein, avec notamment des cultures pièges à nitrates, hein, qui sont semées directement derrière des moissons de blé. Alors la difficulté, moi, que j'y voyais, c'est juste une parenthèse sans dénigrer du tout l'action, hein, qui est bonne, hein, parce qu'elle augmente la résilience des sols aux sécheresses. C'est-à-dire vous augmentez ce taux de matière organique en fait sur les premiers dizaines de centimètres du sol, et donc vous vous servez du sol comme une éponge. Hein, vous allez avoir une faculté du sol à emmagasiner de l'eau beaucoup plus que si c'est une terre nue. Sans parler des lessivages de limons, de choses comme ça qu'on voit, qui sont encore un facteur aggravant. Hein. Je rappelle que les limons sont les sols qui ont la meilleure rétention dans le monde. Hein, l'argile. L'argile piège l'eau, hein, se gonfle d'eau et la restitue au fil des sécheresses. Donc, quand vous avez un lessivage de limon, ça, c'est pas bon non plus. Bon, le seul bémol que moi j'y mettais dans la région lyonnaise, c'est que les agriculteurs commençaient à m'irriguer
des cultures pièges à nitrate, hein, derrière une semis de blé. Donc le blé, ça se ramasse au mois de juillet, hein, ça se récolte, ça se moissonne au mois de juillet, juin, juillet. Si vous avez un mois de juillet qui est extrêmement sec, comme on a vécu en 2022, malheureusement, la semence qui est mise derrière le blé, hein, sans technique, sans labour, ne pourra pas lever et croître. Donc là, il me ressortait les enrouleurs pour me donner au moins un tour d'irrigation pour faire lever cette semence. Qu'est-ce qu'ils ont de la chance. Ils auraient pu avoir des beaux Ils ont un outil. tous les ans, quoi. Alors que moi, donc là, je les ai stoppés, évidemment. Hein, on essaye, là aussi, encore une fois, de concentrer l'eau, les volumes dont a parlé monsieur Alban. On a un volume fini, donc il faut pouvoir concentrer l'eau à la production végétale et pas à ce genre de choses-là. Je ne parle même pas de cives, hein. C'est une parenthèse, les cultures à valeur énergétique, qui sont un débat en France, hein, de pouvoir avoir des cultures qui finissent dans un méthaniseur, d'accord, pour produire de l'énergie. Et qui dit culture à valeur énergétique dit des fois derrière irrigation, hein, pour pouvoir avoir une masse de matière organique à méthaniser plus importante. Ça aussi, on essaie d'y mettre une croix dessus, hein, parce que malheureusement, il faut pouvoir concentrer, je vous dis, ces volumes d'eau vers l'agriculture qui produit des denrées alimentaires. Oui, juste une toute petite réaction. Donc, effectivement, alors on parle là uniquement, entre guillemets, uniquement d'eau, hein, mais tout ce qui est relatif au travail du sol aussi contribue à tout ce qui est atténuation, hein, de piégeage du CO2 et autres. Il n'y a pas que le CO2 dans la vie aussi, mais d'autres gaz à effet de serre. Donc, on sait que très bien qu'il y a également, ça peut être doublement gagnant, à la fois en termes d'économie d'eau, et puis également en contribution propre à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, donc ça, c'est doublement gagnant. Voilà. Ce qui manque, c'est souvent une rémunération pour les agriculteurs pour bénéfices environnementaux. Alors après, effectivement, là, nous, ce qu'on identifie, alors c'est vrai que moi je suis physicien, hein, en gros je suis hydrologue, et dans le programme interne qui s'appelle Climae, on essaye d'associer toutes les disciplines et on voit que la nécessité d'accompagnement, que ce soit par des leviers politiques, des leviers techniques, est vraiment important et que parfois, comme vous l'avez dit, on a déjà les solutions. D'une certaine manière, elles existent déjà, simplement il y a la mise en place qui est très compliquée. Et on essaye d'identifier ce qui peut lever ces différents verrous. Donc voilà. Et pour finir, on est dans des projets de recherche sur l'agriculture de conservation. Alors pas sur le territoire Rhône-Méditerranée-Corse, mais à Dour-Garonne, il y a un gros projet qui s'appelait Bagage, dans lequel on est allé instrumenter, suivre pour aller dans la démonstration d'une certaine manière et la compréhension des processus pour essayer de passer de la recherche et je vais dire de la pratique un petit peu intuitive à quelque chose d'un petit peu plus structuré et de montrer par l'exemple jusqu'au bassin versant des économies quand une pratique vertueuse est appliquée. Merci pour votre propos. Là-dessus, on se demandait justement, vous, dans votre travail en tant qu'hydrologue, est-ce que pourquoi cette solution n'est pas plus mise en place, finalement? Comme je le disais, il y a souvent la solution de facilité, c'est la solution de stockage. Hein. C'est clairement... Et c'est pas la mienne, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est toujours plus facile techniquement en termes d'ingénierie. Je dirais que c'est facile. Tout est relatif, hein, dans mes propos. Après, fondamentalement, revenir sur les questions de pratique et d'intégrer toutes les dimensions à la fois sur l'eau, sur les rendements, sur l'agronomie en tant que telle, c'est des choses qui sont beaucoup plus complexes et sur lesquelles on a encore à travailler en lien avec les acteurs, hein, du territoire. C'est-à-dire, nous, quand on fait des projets de recherche, on les fait pas hors sol, hein, sans jeu de mots, mais on est vraiment en interaction avec les acteurs, voire avec les lycées. Par exemple, on a un projet actuellement dans le sud, du côté en lien avec notamment le canal de Provence, sur pratique à la fois d'agriculture de conservation et d'irrigation. Parce qu'on se dit que c'est pas forcément antagoniste. Simplement, il faut essayer de réfléchir comment insérer tout ça, la cohérence d'ensemble. Donc voilà, comme je disais,
voilà, on essaye d'avancer par des éléments, par des expérimentations, par l'accompagnement. Et après, on espère que aussi financièrement, il y a des éléments qui vont inciter à basculer, parce que c'est une rupture parfois. Et c'est ça qui est compliqué. Nous-mêmes, quand on est face à une rupture, on nous dit du jour au lendemain, vous n'utilisez plus votre voiture, mais vous venez en vélo. Voilà. Bon, pour certains, il faut réapprendre à faire du vélo. Mais donc voilà, la rupture, c'est toujours compliqué. Et forcément, il faut l'accompagner par différents moyens. Ça me permet d'introduire parfaitement la suite de notre débat, notamment sur les solutions. Vous disiez qu'elles existent, mais on a des freins. On va retrouver nos deux agriculteurs et leurs témoignages pour introduire ce propos. Si ça veut bien marcher. Nous avons mis en place des points d'abreuvement qui permettent aux troupeaux de venir boire au même endroit, dans un endroit qui est adapté pour éviter le piétinement des ruisseaux et des zones humides. C'est donc une préservation de la qualité de l'eau. Ensuite, il y a la protection des tourbières qui est quand même bien avancée aussi. C'est très important puisque ce sont des véritables éponges qui absorbent l'eau à la période de pluie et qui la restituent tout au long de la période sèche. En tout cas, ce vers quoi on tend, c'est en tout cas, faire en sorte que l'apport en eau qu'on fait soit le plus efficient possible et du coup ait un impact positif sur nos conditions de culture. Donc avoir une structure de sol qui capte l'eau, qui ait une bonne capacité de rétention d'eau, limiter l'évaporation, faire du paillage, faire des apports localisés. Ouais. Maintenant, on blanchit les serres avec une peinture à la chaux l'été pour justement, c'est des peintures d'ombrage, ce qui fait il fait moins chaud sous serre qu'en plein champ. Donc du coup, on a vu, à travers vos échanges, et là les agriculteurs en ont encore un petit peu parlé, on a vu qu'il y a beaucoup de solutions un petit peu alternatives qui existent pour un meilleur usage de l'eau, notamment, comme vous disiez, Madame Mazure, la conservation des sols, ça permet un usage différent, une plus grande résilience, on va dire. Si vous en avez d'autres ou vous avez envie de réagir là-dessus d'ailleurs, je vous invite à commenter bien sûr. Et on a un petit peu parlé aussi des freins dont vous parliez, Monsieur Soquet. Donc évidemment, voilà, si vous en trouvez d'autres ou que vous avez envie de rebondir là-dessus, vous êtes invité avec plaisir. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous voyez aussi des solutions un peu plus systémiques à ce problème-là pour accompagner la réduction de la consommation de l'eau pour les agriculteurs, notamment peut-être Monsieur Alban ou... C'est forcément systémique puisque de toute façon toute exploitation agricole elle est bien dans un système complet, que ce soit au niveau local par son insertion dans le territoire ou au niveau économique dans une filière. Donc effectivement, on revient sur le problème qui a été évoqué au début, c'est que c'est compliqué de travailler uniquement sur l'exploitation. Il faut de plus en plus travailler sur la filière complète. Et donc aller jusqu'au consommateur, effectivement. Donc on a de plus en plus des actions qui vont dans ce sens-là. Donc on travaille sur le changement de la filière complète pour ne pas parce que effectivement là, au niveau de l'agriculteur, il n'a pas toutes les clés en main. Donc même s'il faut travailler à chaque fois sur tous les tableaux. Donc ce qui est clair, c'est que au niveau de l'exploitation, moi j'aime bien l'exemple que vous a donné Madame, parce que ça vous montre aussi que les solutions, elles viendront des agriculteurs eux-mêmes. Il ne faut pas croire que c'est quelqu'un dans le ministère de l'Agriculture qui va dire il faut faire comme ça et qui va trouver la solution. C'est vraiment tout en bas dans les exploitations qu'on va trouver les solutions. Et c'est pour ça que on n'a pas trop le choix de faire avec les agriculteurs. Et d'avancer aussi à leur rythme, même si ça avance pas aussi vite qu'on voudrait partout, quoi. Donc,
c'est là où il faut les accompagner. Il faut les accompagner dans des expérimentations qui ne marchent pas tout le temps. Il faut accepter qu'il y ait des choses qui ratent, où il y a des faillites peut-être d'exploitation, mais pour trouver des solutions plus tard. Et puis ensuite, il faut être capable d'accompagner les filières complètes. Donc on a parlé de pain. Pas très loin d'ici, en Isère, vous avez justement un producteur de farine qui essaie de travailler toute une filière où on va mettre en place des cultures de blé sans pesticides sur les périmètres de captage d'eau potable. Il va transformer ça en farine et on va étiqueter ça sous forme de pain jusqu'à la boulangerie. C'est pas évident, mais ça montre bien que effectivement, si on veut changer les choses, il faut travailler jusqu'au consommateur et il faut être capable de montrer au consommateur pourquoi c'est plus cher au bout. Voilà. Ce qui est en théorie facile, mais en pratique un petit peu plus compliqué. Je vais juste rebondir sur les faillites. C'est qu'un agriculteur qui expérimente et qui teste, il teste avec son gagne-pain, ou on pourrait dire sa survie. Et que moi, c'est pour ça que je me suis engagée pour l'agriculture, pour les agriculteurs, c'est que devant tout ce que se prend les agriculteurs en critique, on fait jamais bien, de toute façon. Je vous le dis, quand on travaille le sol pour éviter de mettre des produits phyto, c'est pas bien, c'est le principe du bio. Quand on travaille pas le sol pour éviter, mais qu'on met des produits phyto, c'est pas bien. Donc, de toute façon, on fait jamais bien. Et en fait, il y a une vraie... on expérimente. Quand on fait bien, c'est bien notre survie qu'on met en jeu. Et l'importance du regard, aussi bien de nos pairs, des autres agriculteurs, quand on expérimente, du regard de la société, est extrêmement impactant. Et on ne peut pas quitter en disant « je quitte mon boulot, je pars, je vais ailleurs », parce qu'on est attaché à notre territoire, c'est le principe de l'agriculture. Donc c'est vraiment, il y a une détresse dans le milieu agricole et il faut faire très attention. Et donc je suis d'accord, il faut soutenir, mais il faut soutenir, il ne faut pas qu'on parlait des ministères de l'Agriculture, donc que d'un seul coup, pour une histoire d'effet d'annonce, ils disent « tiens, je vais supprimer tel ou tel phyto du jour au lendemain » qui est en fait vital pour nous, ou sur lequel on a investi sur du matériel parce qu'on savait qu'on avait une vision à long terme, et que d'un seul coup, notre vision à long terme, eh bien, elle s'est arrêtée du jour au lendemain. Et on a fait des investissements, ça veut dire qu'on a emprunté, c'est notre vie, notre manière de vivre, etc. Et en fait, c'est vraiment l'importance du politique, de la vision à long terme que peuvent avoir les agriculteurs. Et là-dessus, on a besoin de vos soutiens. Il n'y a pas de doute des agences de l'eau, par exemple, au hasard. Et donc, il y a la vision politique. Et puis, il y a votre vision à vous, des consommateurs, de toute la société, où parfois vous jugez sans savoir exactement ce qu'il y a derrière. Moi, typiquement, j'ai participé à un débat sur l'agriculture régénératrice qui vend une agriculture sans travail du sol et sans phyto. Alors, j'ai une partie de mon exploitation qui est en bio. Ma partie en bio, je travaille le sol pour enlever les mauvaises herbes. J'ai une partie de mon exploitation qui est en agriculture conservation des sols, où je vois beaucoup plus d'impacts environnementaux sur l'agriculture conservation des sols. Je ne travaille pas les sols, mais j'utilise un désherbant total. Donc, on n'a pas le choix. Je veux dire, on peut pas tout réussir. Ou bien, à ce moment-là, on ne produit plus du tout. Il y a une plateforme d'expérimentation de l'INRAE à côté de Dijon qui s'appelle Cassis, où ils ont fait une expérimentation d'ACS sans phyto. J'ai vu un champ de colza où il n'y avait pas de pied de colza. Et ça leur fait mal. Mais bon, comme ils sont chercheurs, ils vont pousser le système jusqu'au bout. Mais il faut qu'ils communiquent, qu'ils disent « c'est pas possible » parce que sinon, ça revient sur les agriculteurs. Et pour parler de l'agriculture, il y a une vraie différenciation aussi entre les agriculteurs qui ont des cultures annuelles et ceux qui n'ont pas les cultures annuelles, de type les vignes, etc., où la vision est complètement différente, c'est-à-dire ou les vergers. Je veux dire, l'arbre, il est là, il est en place pour quelques années. Il y a des investissements qui sont sur la longueur, alors que sur les cultures annuelles, il y a une autre vision qui est vraiment très conditionnée par l'année et peut-être une vision à beaucoup plus court terme en tout cas. Donc il y a une vraie diversité derrière l'agriculture et la perception et la manière de faire, quoi. Et pour revenir à votre question sur les systèmes, effectivement, il faut vraiment se poser la question toujours du système dans lequel on est. Et vous parliez de détresse des agriculteurs. C'est ça qui est très compliqué à piloter parce que vous avez effectivement des agriculteurs qui sont complètement fixés sur le territoire. Ils ont effectivement tous leurs biens qui dépendent de leur exploitation.
et on leur demande de produire avec ça. Et systématiquement, dès qu'il y a des difficultés ou dès qu'il y a de la détresse, justement, vous avez un État qui va les aider pour les maintenir, aussi pour les soutenir. Mais du coup, c'est aussi un facteur de conservation et de conservation des modèles et des choses en place qui est extrêmement difficile à bouger. Typiquement, la PAC, la politique agricole commune, c'est un puissant soutien à la présence de l'agriculture et au maintien de l'agriculture, mais c'est aussi un frein terrible pour créer des évolutions. Et du coup, tout le monde, que ce soit du ministre tout en haut jusqu'à l'agriculture tout en bas, eh ben, il est pris dans ce système qui est à la fois extrêmement maintenu. On dépense des milliards d'euros pour maintenir tout ça, mais qui en même temps, du coup, est tellement maintenu que il est incapable de bouger pour s'adapter. Et ça, du coup, c'est extrêmement compliqué à manœuvrer. Et tout en bas, ça crée de la souffrance, beaucoup. Moi, je crois beaucoup à l'accompagnement, sur les quantités d'eau. On parle d'économie d'eau très souvent. Vous voyez très souvent ça. On a maintenant des objectifs même qui nous ont été donnés par le préfet du Rhône. Moins 10% à l'horizon 2025, moins 25% à l'horizon 2035. Voilà, on a des objectifs. On a des outils. Alors après, il faut aussi le réseau des chambres d'agriculture, le SMAR, d'autres organismes participent à la diffusion de ces outils. Moi, je me suis battu, par exemple, pour que un outil comme l'irrigation raisonnée, qui est basé sur des sondes tensiométriques, c'est-à-dire des mesures de rétention d'eau dans le sol, qu'est-ce qui reste dans le sol à 30 ou 60 cm pour une plante, que ce ne soit pas un service payant, que ce soit un service gratuit pour les agriculteurs, afin qu'ils aient accès à la donnée et qu'ils puissent juger par eux-mêmes à 22h le soir, un dimanche soir, qu'ils n'aient pas un conseiller à appeler, qu'ils puissent voir ça sur une tablette et n'importe quoi. Il faut qu'on évolue aussi dans nos méthodes, nos conseils, se rapprocher du terrain. Alors c'est fait, on expérimente beaucoup de choses sur le département du Rhône, y compris en arboriculture. On essaye de progresser. Donc je dirais que les économies d'eau en grande culture, en arboriculture, on a à peu près exploré le champ. On a des moyennes hectares, des volumes d'eau à l'hectare qui sont en baisse sur le département du Rhône, 20% à peu près, malgré un réchauffement climatique croissant. Ça veut bien dire qu'il se passe quelque chose à la parcelle, en termes d'apport d'eau aux plantes, de matériel d'arrosage aussi, qui était très souvent vétuste, avec des choses qui fuyaient, etc. Donc les agriculteurs prennent conscience aussi, parce qu'on est aussi en périurbain, qu'on est regardé aussi par le grand public, qu'il faut absolument lutter contre des fuites, des choses visibles, qui sont nuisibles, je dirais, et qui nourrissent l'agribashing. Donc il faut absolument lutter pour ça, mais par contre, il y a des outils scientifiques. Alors là, c'est pareil, on a des gens qui suivent ça de très près, qui ont fait de réelles économies d'eau dans les exploitations. Moi, je pointe les consommations des agriculteurs chaque année. J'ai 22 millions de mètres cubes qui me passent sous les yeux. Je vois telle et telle exploitation, comment elle a pu évoluer dans le temps, en baissant ses moyennes hectares, en ayant un tour, 2 tours, 3 tours d'irrigation de gagné sur une décennie. Alors, il y a des asymptotes à tout. On a le réchauffement climatique qui nous rattrape. On a parlé de l'évapotranspiration qui va galoper. Il faut absolument apporter la bonne quantité d'eau au bon moment à la plante quand elle en a besoin. Et pouvoir encore bénéficier de recherches. Je pense aux pinces dendrométriques là, qu'on commence à être expérimentées en arboriculture. Donc de mesurer le comportement d'un arbre, comment il monte l'eau de ses racines jusqu'aux fruits. Ça, c'est des choses qu'on découvre. Et on découvre le comportement d'un arbre, c'est quelque chose de pas du tout trivial. Un arbre, ça pompe, par capillarité, pour faire migrer l'eau jusqu'au bout de ses feuilles. Or, quand il est en stress hydrique ou quand l'hygrométrie de l'air est pas bonne, il s'arrête, il se stoppe. D'accord ? Il pompe plus. Et ça veut dire que si vous apportez une quantité d'eau, une dose d'irrigation à ce moment-là, elle est inefficiente parce que l'arbre n'en fera pas profiter ses fruits. Donc voilà les champs qui sont devant nous. On n'est pas là pour faire de la recherche appliquée. Nous, on est là pour mettre à disposition des outils que nous mettent à disposition les chercheurs et les startups
pour les mettre au niveau du terrain. Hein. C'est des outils qui sont des fois onéreux, mais je pense qu'en étant avec des réseaux collectifs d'agriculteurs, on peut faire face à ce genre de défi. Merci. Merci pour ces propos. Pour revenir un peu plus sur les solutions qu'on a, vous nous avez détaillé quelques-unes, mais est-ce qu'on pourrait refaire une liste des solutions pour un système agricole moins hydrivore, et quels sont les freins finalement à leur déploiement? Parce qu'on sait qu'elles existent, on a des techniques, mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à les mettre en place? Je vais en commencer avec une, puis après vous compléterez. Il y a la notion un peu de polyculture, c'est-à-dire de ne pas avoir une seule et même culture sur un territoire. Parce que si on raisonne, là je raisonne en termes d'hydrologue, en fait, le problème de l'agriculture, c'est que sa demande en eau, elle est au moment pile où on a le moins d'eau à la fois dans la saison, pour certains territoires, notamment en Méditerranée, du côté de la Méditerranée, et on a moins d'eau également dans les nappes et dans les rivières. Donc c'est vraiment un moment de tension particulière parce que voilà, il y a une demande qui se manifeste pendant une période où la ressource est la plus faible. Et si vous avez un territoire où il n'y a qu'une seule culture qui est mise en place, simultanément, vous allez avoir un pic de demande en eau, qui peut aller demande en eau pour l'irrigation, hein, si on imagine un système irrigué, qui va être énorme. Et le fait d'avoir différents types de cultures fait que vous pourriez avoir peut-être le même volume d'eau qui est demandé, mais simplement étalé dans le temps. Et donc, de ce fait-là, vous n'auriez pas forcément cette tension forte à un instant T donné. Donc, ça fait partie, entre autres, des solutions, enfin, des éléments de discussion qui peuvent arriver et qui peut permettre de limiter cette tension pendant la période estivale. Est-ce que ça rejoint justement le débat sur la monoculture, sur le fait de... Oui, voilà, c'est plutôt cet ordre-là. De cet ordre-là, ok. Madame Mazou. Alors moi, je ne vais pas parler d'irrigation comme d'habitude. En revanche, je vais parler de ce que je mets en place par rapport à ce changement climatique et par rapport à ça. Donc, je vous ai parlé de l'agriculture conservation des sols, donc qui me permet une résilience, conserver de l'eau dans mes sols et tout l'aspect que je vous ai dit. Je pense que je vais arrêter le bio dans le même sens, contraire à tout ce que je viens de dire. Après, j'ai une grande diversification. J'ai beaucoup de cultures différentes, donc ça me permet en effet. Je ne prends pas d'assurance climatique comme le conseil, la PAC, je crois. Mais en revanche, mon assurance climatique, c'est ma diversification des cultures. Donc, j'ai des céréales, j'ai des légumineuses, parce que justement, ça a un apport d'azote, ça a un apport de structure. J'ai du chanvre, qui est une culture tropicale. Donc, ça permet également une résilience par rapport au climat. Et j'ai arrêté le colza parce que, justement, encore dans les évolutions, alors allons savoir pourquoi, mais il y a une remontée on n'arrive plus à gérer les cycles d'un certain insecte sur les colzas, et à ce moment-là, on se retrouve, les gens qui continuent à faire du colza mettent énormément d'insecticides. Comme je ne mets pas d'insecticides ou quasiment zéro sur mon exploitation, ça va pas, je préfère arrêter le colza que continuer à avoir du colza. Donc c'est bien une évolution par rapport à des changements. Dans mes couverts, donc tout à l'heure, vous parliez d'irrigation. J'ai réagi parce que on sème nos couverts juste après la récolte de blé, par exemple. Et il y a 2 ans, on a semé nos couverts et il n'y a pas plu. Donc en octobre, quand il fallait ressemer notre blé, on avait nos semences de couverts qui étaient dans le sol qui n'avaient pas germé. Avec une problématique, c'est s'ils germent, ils vont concurrencer mon blé. Donc, voilà. Une vraie problématique. Et c'est dommage parce qu'on sait aussi que le seul moyen, parce que malgré tout, au moment où on a récolté, on a mis nos pailles au sol, on a un certain mulch, encore un peu d'humidité au sol, et c'est à ce moment-là que ça peut germer. Donc, on est dans vraiment une préoccupation en train de se dire, est-ce qu'on sème tout de suite pour essayer de réussir? Alors, il ne faut surtout pas travailler les sols après, puisque là, on va les réassécher. Donc, est-ce qu'on sème tout de suite? Mais on prend le risque que s'il ne pleut pas, ça peut soit un peu lever et puis sécher, soit pas lever, et puis on se retrouve avec des graines qu'on a mis dans le sol. Donc là, j'étais en train d'en parler tout à l'heure en me disant, on va peut-être je comptais introduire le sorgho, qui apparemment a une capacité de germination supérieure, même en conditions sèches, dans mes couverts, pour essayer justement Donc je vais modifier, alors c'est génial, il y a une telle variété de plantes sur Terre que moi, j'ai toujours l'impression d'avoir une palette de peinture et puis après de mettre en place ma peinture en fonction de ce que je souhaite. Mais je me dis, je vais intégrer le sorgho pour essayer de mieux réussir mes couverts. Mais cette année, contrairement à il y a 2 ans, vu la météo qui s'annonçait,
j'ai semé mes couverts tardivement avec une annonce de pluie avant parce que je n'allais pas refaire la même erreur qu'il y a 2 ans où c'est très beau de mettre, on considère qu'on a 50 € par hectare de couverts, à peu près en semences. Donc je jette 50 € dans les champs et puis j'attends que ça pousse, et ça pousse pas. Et pour continuer sur les solutions, peut-être un exemple qu'on a évoqué justement, c'est un producteur de cerises pas loin de Lyon. Allez, je vais reprendre le bassin de Liseron juste à côté. Aujourd'hui déjà, on a fait plein d'efforts sur la quantité d'eau utilisée en agriculture. On a considérablement réduit ces quantités, notamment par tout un tas de changements de techniques. On fait de moins en moins de gravitaire, c'est-à-dire on arrose à grand vanne. On fait de plus en plus d'irrigation ciblée, donc notre arboriculteur sur Liseron, il est sans doute passé au goutte à goutte depuis longtemps, voire même il utilise des systèmes de pilotage qui lui disent exactement quelle est la sécheresse du sol et à quel moment il faut arroser, quelle quantité, etc. Donc il a déjà un pilotage extrêmement fin de son irrigation et sa quantité d'eau qu'il a utilisée, elle est considérablement réduite par rapport à ce qu'elle était il y a plusieurs décennies. Donc il a déjà économisé beaucoup d'eau. Il s'est beaucoup perfectionné. Maintenant, effectivement, ça va peut-être pas suffire pour la suite et il se retrouve devant un défi colossal. C'est même malgré tous ses efforts, il faut encore faire des efforts. Et donc là, il a plusieurs solutions qui s'offrent à lui. Alors soit il va chercher de l'eau là où il y en a. Alors ça peut être effectivement construire un énorme tuyau qui va aller chercher de l'eau dans le Rhône, puisqu'il y en a beaucoup. La faire traverser plusieurs collines pour aller irriguer son exploitation. Ça peut être de stocker l'eau de pluie qui tombe en hiver pour l'utiliser en été. Ces solutions-là, elles sont tout à fait possibles, sauf qu'elles coûtent cher en investissement. Il faut aller faire un prêt à la banque pour pouvoir mettre en œuvre ces solutions, et puis après, il faut rembourser la banque. Donc vous avez intérêt, il ne peut pas faire ça si il ne vend pas plus cher la cerise, voire même beaucoup plus cher la cerise. Ou alors, effectivement, il se dit, la cerise, c'est fini, voilà, et je change. Je plante des oliviers, et puis je ferai des olives et de l'huile. Voilà. Alors forcément, ça, c'est déjà un gros choc psychologique, quoi. Et parce que lui, il sait faire que de la cerise, et puis il a ses vendeurs de cerises, etc. Et puis surtout, il n'y connaît rien en olive, voilà. Et puis quand il regarde le cours de l'olive, ça coûte. Il voit bien que ça va être compliqué quand même d'avoir les mêmes chiffres d'affaires qu'avec les cerises. Donc il a devant lui soit une montagne d'investissement dont il n'est pas tout à fait sûr que ça va marcher, ou alors effectivement il se lance dans une aventure dans laquelle il ne connaît rien. Donc vous voyez bien que devant lui, il a soit un énorme risque financier, soit un énorme risque technique. Donc autant vous dire que pas facile, quoi. Donc, faut se mettre à sa place. Aujourd'hui, quoi qu'il fasse, s'il fait rien, il va droit dans le mur. Et puis, toutes les voies qui sont devant lui, c'est que des risques. Des risques, et forcément, on n'a pas tous envie de prendre des risques. Donc, chaque agriculteur est un chef d'entreprise, mais on leur a pas tous dit qu'il fallait prendre de tels risques et ils sont pas tous capables de le faire. Donc, c'est un gros défi pour tout le monde. Et peut-être pour continuer les propos de Nicolas, c'est en fait, faut avoir en tête dans la question notamment du changement climatique, c'est que tout est en changement, c'est-à-dire qu'à un moment, une solution va pouvoir être valable, et puis après, on arrivera au bout d'une certaine manière de son efficacité. Donc il va falloir rechanger. Donc, selon le rythme avec lequel le climat va changer, ces sauts vont être fréquents ou au contraire, ils vont être assez espacés. Et donc, il y a une vraie difficulté de l'adaptation et il faut que l'adaptation s'adapte. Voilà. C'est-à-dire qu'on est en perpétuel renouvellement parce que le climat va changer. Il va continuer à avoir une forme de variabilité, mais le signal de fond qui va être la tendance d'augmentation des températures va être là. Et donc, les risques climatiques vont évoluer. Et alors, notamment aussi quand on parle d'arbres que l'on plante, les forêts au sens très très large, l'essence que l'on imagine
sous 4 degrés en fin de siècle, il va falloir qu'elle survive à un climat qui est celui d'aujourd'hui pour aller à un climat, on va dire, pour lequel elle serait optimale, parce qu'on va la planter par rapport à ces 4 degrés. Et donc, ça signifie qu'elle doit être résiliente dans toute cette trajectoire, dans toute cette dynamique, ce qui complexifie complètement comment dire, tout ce qui est investissement, tout ce qui est vraiment mise en place de nouvelles pratiques. Donc, il y a ça aussi qui fait que c'est compliqué. J'ai pas fini ma... Non, mais j'avais oublié la fin. Entre les deux investissements, hein, celui financier et celui technique, nous, Agence de l'eau, il n'y a pas photo, hein, on choisit le technique. Tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est celui sur lequel vous êtes sûr d'avoir le moins de regrets. Votre tuyau, vos solutions de stockage, vous n'êtes pas sûr de les remplir, vous n'êtes pas sûr qu'ils seront toujours fonctionnels. En plus, ils ont une durée de vie limitée. Donc, pour nous, c'est là qu'est le maximum de risque. Investir sur le savoir et la technique, bon, c'est risqué, mais ça se transporte et puis vous aurez toujours matière à le recycler. Donc, je vous garantis pas que ça marchera, mais en tout cas, c'est là que il y aura le moins de regrets. Et moi, je me repose une question sur votre exemple de l'olive et du cerisier. Donc déjà, l'agriculteur, entre le moment où il a fini de planter ses cerises, de récolter ses cerises, où va planter l'olivier, il y a au moins une bonne dizaine d'années. Il faut bien l'oublier. Il faut pas l'oublier. Et ensuite, je reparle du consommateur. Est-ce que vous êtes prêt à manger des olives à la place des cerises ? Parce que c'est vraiment pas bon. Pour l'apéro, l'olive pure ? Ah, c'est vraiment pas bon. Non, mais il y aura un préparateur. D'accord. On va améliorer les techniques de valorisation. Merci pour cet exemple. Monsieur Crac, est-ce que vous voulez rebondir sur cette question de l'olive et de... Non, mais j'en ai déjà entendu parler. Hein. ou du kiwi à la place d'un champ d'abricots ou je sais pas quoi. Les agriculteurs switchent pas leur exploitation comme ça et leur matériel du jour au lendemain. C'est pas possible, ça. Hein. C'est des grands rêves. Et puis, il y a la question de l'eau après derrière. Hein. C'est-à-dire, si vous substituez le kiwi qui a besoin d'eau par rapport à l'abricot qui en a besoin aussi, le bilan est nul. Moi, j'irais aussi sur le champ du décloisonnement. En fait, en France, au niveau juridique, la loi sur l'eau a beaucoup cloisonné les activités humaines. C'est-à-dire l'eau potable a ses problématiques, l'hydraulique agricole a ses problématiques, les industriels aussi. Voilà, on s'est mis un peu dans des cases depuis 1992. Il va falloir aussi... Alors, il y a un tas de choses qui sont faites, et notamment les schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui ont été conçus en France par bassin versant, hein, ou les contrats de rivière, sont des espèces de parlements où on arrive à se re-rencontrer. C'est-à-dire qu'un agriculteur va aller rencontrer un carrier, hein, qui a des problématiques, ou un industriel, et on va se parler. C'est déjà une bonne chose, hein, déjà de se parler. Rien ne se fera, dans ce que j'ai vu tout à l'heure, le conflit, la stigmatisation, ou pour l'agriculture, l'agribashing. Ça ne marchera pas. À coup sûr, vous allez froisser les gens, les vexer. Aucune solution n'émergera de ça. Donc, il faut pouvoir se parler et regarder les interfaces. Alors, je vais vous en citer une, où on est particulièrement mauvais en France. La réutilisation des eaux usées traitées. Hein. Israël, ou je vais prendre l'Italie ou l'Espagne, ont plusieurs points d'avance sur la France, sur cette réutilisation des eaux issues des systèmes d'assainissement, hein, après traitement, pour pouvoir leur donner une deuxième vie en agriculture. Ça, c'est un champ de ressources qui reste complètement exploré en France, qu'on n'a pas du tout développé. Alors, il y avait des textes extrêmement restrictifs pour l'utilisation de ces eaux en agriculture, hein, par rapport à la qualité, évidemment. Et puis aussi parce que beaucoup de stations d'épuration servent de soutien d'étiage aux rivières l'été. Hein, très souvent. Donc il faut pas gréver le milieu naturel pour donner toute l'eau à l'agriculture. Ça, c'est hors de question aussi. Donc il va falloir explorer ces champs-là par territoire, si c'est possible. Il y a aussi, dans les années qui viennent, le mur du prix de l'eau. Hein. On n'a pas du tout parlé d'économie ce soir, mais l'agriculture va être confrontée peut-être à une augmentation. L'hydraulique agricole, l'eau agricole est encore économique, je dirais, à valoriser pour les productions, hein, par rapport au rendement des cultures qu'elle donne entre culture sèche et culture irriguée. Vous avez
à l'heure actuelle un prix de l'eau en France qui permet de valoriser les investissements et l'usage de l'eau pour l'agriculture. On est en train de se faire complètement rattraper par la transition énergétique, avec un prix du mégawatt qui va, en principe, qui a déjà monté considérablement, vous en avez entendu parler, mais qui risque d'être durablement élevé et qui pourrait remettre en question économiquement l'outil. Ça aussi, attention à ça. C'est-à-dire prendre de l'eau, par exemple, à un fleuve tout en bas et l'amener dans des coteaux à 700 mètres d'altitude, ça peut complètement se renverser au niveau économique dans les prochaines années. Donc à nous aussi d'être intelligents sur l'utilisation de l'eau, la gestion de l'électron par rapport à la gestion de l'eau, hein, et introduire des systèmes intelligents là-dedans pour pouvoir pérenniser les outils pour les agriculteurs. Les systèmes collectifs, leur intérêt, c'est qu'ils se transmettent de génération d'agriculteurs en génération d'agriculteurs. Le premier aménagement hydraulique qui a été fait sur le département du Rhône date du début des années 70. On en est à la 4e génération d'agriculteurs qui en profitent. Donc, on a des problématiques pour tenir ce réseau. 385 km de réseau, c'est pas rien. Il faut l'entretenir, il faut renouveler. Problème d'argent, voilà, tout ça, électrons, je vous ai parlé d'énergie. Mais le gain pour le territoire, s'il n'y avait pas ce réseau, on sait ce que ça aurait donné. Une désertification agricole, des prises agricoles autour de Lyon, urbanisation croissante, probablement, qui aurait pris la place des champs. Et donc, vous n'auriez pas du tout le même paysage dans le sud-ouest de Lyon. Ce réseau, il est né aussi d'un projet, je le dis toujours, dans les années 60, de ville nouvelle entre Lyon et Saint-Étienne. Tout le monde l'a oublié. C'est-à-dire, les grands aménageurs de l'époque avaient prévu ce qui s'est fait à l'île d'Abo, côté isérois, des zones industrielles à perte de vue, des zones pavillonnaires. L'agriculture s'est défendue, a fait émerger ce projet de sécurisation en eau des parcelles. Bon, 50 ans plus tard, on est toujours là. Avec des problèmes, certes, mais l'agriculture est toujours là. Merci. Merci pour ce débat, pour une question de temps. Aussi laisser ouvrir ce débat au public afin qu'il pose des questions, peut-être notamment sur cette conséquence économique et ces manquements juridiques. Est-ce que vous avez des questions? Parfait, le timing. Bonsoir. Moi, ma question s'adresse à Madame Mazure. En fait, je voulais vous demander si vous étiez labellisé et si oui, lequel. Et en fait, en partant de cette question, j'ai une plus grosse nébuleuse d'interrogation. Si on sait que la PAC est... Enfin, on donne des subventions aux agriculteurs selon la taille de leur terrain, il me semble. Et à partir de là, dans une conception idéale, est-ce qu'on pourrait imaginer la répartition des subventions selon les labels obtenus par les producteurs, histoire de valoriser les plus petits producteurs et de forcer un petit peu les gros propriétaires terriens à prendre le pli pour moins consommer d'eau? Alors, sur le labellisé, ouais, je suis super labellisée. Alors, je suis labellisée, donc j'ai une partie en agriculture biologique, donc je suis labellisée AB. J'ai une partie en agriculture conservation des sols et mon association LAPAD a créé un label qui s'appelle Au cœur des sols, donc qui garantit que je suis bien mes 3 piliers de l'agriculture conservation des sols. Je suis HVE. Donc, j'ai également ce label-là, donc haute valeur environnementale. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'espérais pouvoir mieux vendre mon blé, parce que ma manière de cultiver fait que j'avais pas de problème pour devenir HVE, puisque je suis déjà AB et ACS, donc voilà. J'ai aucune valorisation là-dessus, pour l'instant, sans commentaire. Et puis aussi, je suis dans une démarche label bas carbone du ministère de l'Environnement. Donc, toujours avec l'APAD, l'association dans laquelle je suis, nous avons fait un groupe de 230 agriculteurs sur toute la France, ça représente 40 000 hectares, et nous avons donc utilisé la fameuse calculette du ministère de l'Environnement pour le label bas carbone Grande Culture, et donc nous avons posé un projet qui représente donc 40 000 tonnes environ par an
de crédit carbone. Et donc, comme c'est des projets sur 5 ans, nous cherchons des acheteurs, donc si ça vous intéresse, hein, pour 200 000 crédits carbone pour les 5 années à venir. Donc voilà tous les labels dans lesquels je suis. Et donc j'ai fait ma petite calculette, c'est bon, je génère 1,6 tonne par hectare de crédit carbone sur mon exploitation. Mais par rapport au 4 pour 1000, puisqu'on parlait du 4 pour 1000 tout à l'heure, hein, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du 4 pour 1000. C'est une initiative qui est née de la COP 21. Et le principe, c'est que si on augmente tous les terres agricoles du monde, de leur matière organique de 4 pour 1000, en fait, ça permet de compenser toutes les émissions de carbone des humains sur Terre. Donc, en fait, c'est une notion sur la matière organique des sols et se positionner sur les sols, puisqu'on sait très bien que le sol, c'est une zone de stockage de carbone. Voilà. Et donc, moi, sur mon exploitation, je suis à 25 pour 1000, ce qui est pas mal, en toute modestie. Non, mais voilà, mais c'est sur l'agriculture, conservation des sols. Alors, non, oui, allez-y, vas-y. C'est juste pour répondre sur les subventions, parce que du coup, effectivement, c'est un gros impact. Hein. La PAC a un rôle énorme dans l'agriculture, parce que c'est des montants très importants. Donc, dans la PAC, vous avez le premier pilier, qui est directement lié à la production. Donc, le simple fait d'exister, pouf, vous touchez des aides pour vous permettre de continuer à exister. Le deuxième pilier de la PAC, qui est... on va dire, si vous vous engagez à une meilleure pratique ou plus vertueuse, on vous donne un petit plus. Tout ce système-là est extrêmement compliqué et assez défaillant, mais encore une fois, il est très très lourd pour l'agriculteur, tant dans la pratique que son impact financier. Donc tout ça, malheureusement, c'est très compliqué de le toucher. Ce qu'on essaie d'inventer, c'est des mécanismes différents d'aide, effectivement. Donc, les agents de l'eau ont lancé les paiements pour services environnementaux, qui est un système complètement différent où on va rémunérer l'agriculteur pour les services écosystémiques qu'il va rendre. Donc, typiquement, s'il plante des haies, il aide la biodiversité, on va le rémunérer pour ça. Et donc, il est plus rémunéré pour sa production agricole, mais par le service naturel qu'il apporte. Donc c'est des mécanismes effectivement qui sont un peu alternatifs. On pèse rien du tout par rapport à la PAC, mais on a montré que c'était possible et que les agriculteurs sont extrêmement contents de s'être engagés là-dedans et que on espère que ça pourra inspirer les pouvoirs publics dans l'avenir. Alors moi, je rebondis là-dessus, un paiement aux services environnementaux. On dit tout le temps agriculteur pollueur. Vous vous rendez compte à quel point il y a un changement de manière de voir l'agriculture? C'est absolument extraordinaire. C'est qu'au lieu de nous dire que on pollue, que je sais plus quoi, qu'on consomme de l'eau, des choses horribles, on nous dit vous faites des services environnementaux pour la société. Et ce qui est vrai, hein. Je veux dire, on peut tous les dire, hein, mais il y a le paysage. D'abord, on produit, j'avais oublié, mais bon, ça c'est pas considéré comme les paiements de services environnementaux. Non, on peut les dire ensemble. Hein. Service sociétal. Donc, on s'occupe du paysage, on va favoriser la biodiversité en fonction des différents itinéraires techniques, culturaux qu'on peut avoir. Hein. Je ne vais pas dire que tous les agriculteurs ne sont pas parfaits. Hein. On va pouvoir avoir, avec un sol vivant, vous savez que c'est un potentiel de dépollution de tous les produits de traitement qu'il peut recevoir, de filtration de l'eau, de limiter l'érosion, il y a tout ça. Fixer le carbone. Fixer le carbone, oui. J'avais déjà fait ma pub là-dessus. Mais je suis sûr que vous les connaissez mieux que moi. Oui, après le problème, c'est que si on veut rémunérer l'agriculteur pour les services écosystémiques qu'il apporte, il faut être capable de quantifier et de mesurer ces services écosystémiques. Et c'est ça le plus compliqué. C'est tout le monde voit très bien que l'agriculteur, effectivement, il permet une meilleure gestion de l'eau avec certaines pratiques. Sauf que comment on quantifie ça pour le rémunérer derrière? Et c'est tout con, hein, mais mettre des chiffres derrière ces pratiques, c'est extrêmement compliqué et c'est ça qu'on essaye de faire. Pas si évident. Non, j'ai participé à la mise en place de services environnementaux c'était même dans le Châtillonnais. On est chez vous? Oui. Et non, voilà. Et justement, ce qu'on mettait comme quantification, c'était, par exemple, pour la mise en place de l'agriculture de conservation des sols, ça veut dire payer des couverts. Donc c'était un montant qui correspondait aux efforts que l'agriculteur fait au-delà de tout ce qui est réglementaire, hein, puisque c'est bien ça la question, hein, c'est que beaucoup d'agriculteurs font au-delà du réglementaire et ça ils le font totalement sur leur propre fonds, sur leur propre risque. Et c'est bien quand il y a des gens qui le reconnaissent.
Merci pour votre réponse. On va avoir une autre question. Bon, ça n'a pas marché. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions qui étaient très intéressantes. J'avais juste une question concernant l'éducation et quelles sont les dynamiques actuelles. Est-ce qu'on est toujours dans l'apprentissage d'une agriculture conventionnelle ou alors est-ce qu'on voit des évolutions sur, je sais pas, des nouvelles pratiques dans l'éducation, dans les lycées agricoles, etc. Merci. Je pense qu'il y a encore un énorme travail à faire. À chaque fois, on croise des professeurs des différentes écoles d'ingénieurs agricoles, etc. Et ils disent, mais si, on parle d'agriculture, conservation des sols. Puis on parle aux élèves, ils en ont jamais entendu parler. On a un stand au salon de l'agriculture, c'est sidérant. Le nombre de gens qui savent pas ce que c'est. Bon, je parle de l'agriculture, conservation des sols, mais bon, parce que c'est une agriculture qui est juste qui offre énormément de services écosystémiques, qui permet la même production, mais juste qui est différente de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on est en permanence en lien, en rupture avec ça. Je lisais une étude sur justement pourquoi est-ce que les gens font de la CS ou pas en France. Et la première remarque qui a été faite, c'était que les agriculteurs n'ont pas de notion du sol. En fait, le sol est un support. On leur a jamais appris que c'était un milieu vivant. Alors, je suis pas la seule à parler du sol en disant mais regardez votre sol, apprenez ce que c'est votre sol. Il y a eu je parle de Marc-André Sellos, par exemple, qui a vraiment un travail sur l'éducation, qui a réintroduit les mycorhizes dans le système au collège et au lycée. C'est fondamental de regarder qu'on a un sol vivant sous nos pieds. Et donc, alors, j'ai aussi parlé de l'APAD. L'APAD a mis en place des kits pédagogiques pour les écoles pour reparler du sol, de la vie du sol, etc. Donc, on essaye d'avoir des actions à ces niveaux-là. Et je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire. Alors, nous, on essaye d'en avoir, mais je ne sais pas comment réussir à faire cette transition en disant, mais arrêtez de penser qu'il n'existe qu'une seule agriculture. Et on subit ceci. Et je vais encore parler de la PAD. La semaine dernière, il y avait les grandes réunions techniques et donc il y avait une centaine d'agriculteurs. Et à ma table, au déjeuner, j'ai discuté avec les agriculteurs qui étaient à ma table et tous étaient en ACS et tous avaient eu une expérience professionnelle entre la sortie d'une école d'agriculture. Ils avaient eu des formations agricoles, mais ils avaient vécu ils avaient fait d'autres choses avant de devenir agriculteurs. Et je me suis dit, cette ouverture d'esprit, en fait, ça manque. Ça montre bien que... Et eux s'étaient engagés, prenaient des risques, ils étaient complètement dans la même démarche que moi, aussi passionnés. Alors, les gens qui sont en agriculture conservation des sols, vous verrez, sont passionnés. C'est tout, parce que, justement, comme on est dans ce système de rétroaction positive, on est tout le temps, on voit des résultats, donc on en parle et on dit que c'est bien. Mais je pense qu'il y a un vrai problème là-dessus, et il faut qu'on arrive à faire bouger les pions. On met en place des programmes avec les universités, mais c'est lent. C'est très, très lent. Juste pour compléter, ce qui est effectivement le mot, c'est diversification. Ce qui est très compliqué en France, c'est que on parle souvent le modèle agricole avec un grand M, et on cherche toujours la solution parfaite, et on aime bien penser qu'il existe une solution parfaite, et donc forcément, si elle existe, c'est que toutes les autres sont mauvaises. Et ça, c'est très, très sclérosant, parce qu'effectivement, du coup, on manque de diversité dans les modèles, et on ne s'autorise pas à la diversité, et ça, c'est quand même très, très dommage. Oui, ma question s'adresse à vous, peut-être plus particulièrement Madame Mazure. J'ai entendu parler de la permaculture et je me posais la question de savoir s'il y avait un lien ou un rapprochement possible entre l'ACS et la permaculture, en précisant que je ne suis pas du tout experte dans ces domaines. Et ma deuxième question, qui est peut-être plus générale, je profite d'avoir le micro, vous avez parlé plusieurs fois du rôle que nous avions en tant que consommateurs. On a bien compris qu'on mangerait bientôt des olives à la place des cerises, mais au-delà de ça, quel est qu'est-ce que vous nous recommanderiez? Quel est notre pouvoir d'agir? Quelle part de responsabilité on peut prendre aussi, nous, dans notre façon de consommer? Merci. Alors, la permaculture. La permaculture, on est sur exactement les mêmes principes. Pour moi, je dis l'ACS, c'est de la permaculture sur des grandes surfaces. La grande différence, c'est qu'en permaculture, on peut se permettre de désherber à la main, et que chez nous, sauf en rétablissant l'esclavage, sinon on ne peut pas se le permettre. Donc, mais on est sur les mêmes principes, exactement les mêmes principes. Regarder le sol, avoir un taux de matière organique important, avoir une culture, avoir un couvert permanent et utiliser la biodiversité. Donc c'est les mêmes principes.
Essentiellement la permaculture. Ah oui, non, c'est ça. Donc en maraîchage, où on va avoir plus de désherbage à la main, on appellera ça de permaculture. Mais on est sur les mêmes principes. Maintenant, le consommateur. Je sais pas. Alors, en fait, on subit, en tant qu'association d'agriculteurs, on subit la pression des filières. C'est-à-dire que les filières veulent récupérer... Les filières, ce que j'appelle les filières, c'est que justement entre vous et nous, entre le consommateur et... On a quand même l'impression... Alors, je suis pas très bonne là-dessus, je suis pas sûre de dire tout bien, mais par exemple, le concept d'agriculture régénératrice dont je vous parlais est un concept qui est développé par Danone, en l'occurrence, ou par d'autres sociétés, et moi je dis c'est un concept très dangereux pour l'agriculture puisqu'il est confus. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, et nous on en subit les conséquences, que je disais tout à l'heure, soit on est bio, soit on est ACS, mais dans les deux cas on n'est pas bien parce que soit on travaille le sol, soit on met des produits phyto. Donc dans les deux cas on est mauvais. Donc il y a cette confusion. Ensuite, en tant que consommateur, eh ben déjà, apprenez ce que c'est que l'agriculture conservation des sols. Vous pouvez faire un don à la PAC si vous voulez. Je pense que c'est de la communication. On n'a pas encore réussi. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut réussir à faire remonter aux filières un souhait d'une agriculture qui soit une agriculture durable, qui soit une agriculture qui vienne des agriculteurs locaux, ici, manger local, développer ces aspects-là, et puis Manger de saison. Voilà, si vous connaissez quelqu'un qui fait des brioches, dites-lui, faites des brioches en agriculture conservation des sols. Tiens, il existe un label, regardez. Je pense qu'il y a un énorme travail sur la filière, et la filière, comme elle a un objectif qui n'est pas... Ils sont très puissants, c'est très difficile de les contrer. Merci. Est-ce que les autres intervenants veulent aussi répondre à cette question qui s'adressait sur 2 minutes qui nous restent? Non, pas particulièrement. Ouais, c'est pas vraiment le pouvoir. Bah, c'était simplement... nous, on identifie clairement le régime alimentaire comme un levier vraiment pour l'atténuation. Hein. En gros, hein, ça fait partie des éléments de base et qui conditionnent quand même beaucoup de choses en termes de production. Donc, notamment le régime très carné qu'on remet un petit peu actuellement en cause pour des questions un petit peu environnementales. Bon, j'ai des collègues qui travaillent sur ces questions-là et qui essayent qui montre d'une certaine manière qu'on n'a pas besoin d'avoir un régime hyper carné pour avoir les besoins essentiels en termes de santé, quoi. Il y a une vraie réflexion qui se fait autour de ça actuellement, quoi. Et puis ce que je disais, c'est manger de saison, ça paraît logique, hein, mais faire venir des fraises du Maroc au mois de décembre, bon voilà, quoi, ça a un coût à la fois en eau localement, ils vont développer une agriculture qui est dédiée à l'exportation au détriment d'une agriculture qui peut assouvir leurs propres besoins. Et puis ça a un coût également en termes de CO2. Hein. Et puis en plus, en général, c'est pas bon. Voilà, il y a des éléments qui nous... En fait, il faut se rappeler du cycle naturel également des végétaux et de le caler au mieux par rapport à nos besoins. On a tous envie de manger personnellement, manger des fraises tout le temps, mais voilà, il faut de temps en temps se restreindre. Et ouais, du coup, j'avais une question. C'était pour savoir à qui vous vendez justement tous vos produits, et si des gens, des filières vous les achètent, ou si vous vendez directement en particulier, ou si vous en vendez en restauration, ou je sais pas. Alors moi, je suis pas très bonne vendeuse. Quand j'ai essayé de faire de la moutarde là, il n'y a pas longtemps, j'ai failli donner mes pots parce que je trouvais trop gentil que les gens veuillent me les acheter. Donc, vous voyez, je suis très très mauvaise, donc je fais pas du particulier. Il faut surtout pas. Donc, en revanche, après, on va essayer d'avoir toujours un peu cette démarche territoriale. Donc, je fais du chanvre. Et là, il y a une coopérative qui s'appelle La Chanvrière qui est pas loin de chez moi. De toute façon, je fais du chanvre parce qu'elle existe, parce que c'est elle qui m'achète mes produits. Donc, là, je suis tout prêt. Mon blé... j'ai eu des... Pareil, j'essaye de les vendre à mes coopératives locales, le plus près possible. J'avais une grande satisfaction, c'est que je faisais un mélange de blé qui allait directement à un moulin. Déjà, en fait, je semais mon mélange, donc ce qui est assez sympathique, hein, puisqu'on a plein d'épis de blé. Il y avait des barbus, des pas barbus, des dorés, des pas dorés. Et le mélange était fait pour être un mélange de farine, fait pour la farine. Donc directement, il était moulu
et ils partaient en farine. Donc ça, et en sachant que le moulin était pas très loin de chez moi. Alors ça, c'est une satisfaction, on va dire presque intellectuelle, hein, pas plus que ça. Je fais de l'orge et pareil, il y a une malterie juste en bas de chez moi. Alors je la livre à cette malterie, je suis pas sûre que c'est malté sur place. Mais donc c'est vrai qu'on peut s'amuser à avoir un peu une démarche comme ça. Les lentilles, je fais des lentilles que je vends à un producteur qui a développé une chaîne. Donc on peut avoir cette notion d'essayer de le faire le plus près possible. Ensuite, ça marche pas toujours. Bah voilà, sur les filières bio, je suis extrêmement, à part celle du chanvre, parce que la coopérative La Chanvrière est très bien. Mais à part sur la filière bio, c'est une catastrophe. Là, cette année, mon blé bio coûte moins cher. Et j'ai eu 30% de rendement, puisque à peu près c'est mon rendement par rapport à un blé conventionnel. Et il va être payé moins cher qu'un blé conventionnel. Donc, en gros, j'ai 30% de moins 70% de moins de mon revenu, sachant que vous parliez de produits carnés. Sur le bio, on doit mettre de la matière organique animale, donc on dépend des élevages. Donc, si vous voulez manger bio, il faut manger de la viande, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir sur le long terme. Oui, je voulais pas dire totalement arrêter. Non, mais c'est. Voilà. En fait, mon propos, c'est pas d'arrêter. Et moi, je me pose fortement la question d'arrêter le bio, entre autres pour les ressources en matière organique, parce que ça devient impossible de trouver de la matière organique animale bio facilement. Donc oui, on peut avoir une démarche en vendant le plus près possible. Bonjour, j'avais une question pour Monsieur Alban et Monsieur Crac. Vous parliez beaucoup d'une approche par territoire. Décider à la fois au niveau européen et même qui est très centralisé au niveau national. Effectivement, hein, c'est tout le problème, hein, comme je l'évoquais. Il y a parfois des gens au niveau national qui aimeraient que les choses aillent très vite et que on puisse rapidement mettre en place des solutions. Sauf que les bonnes solutions, il faut qu'elles viennent du territoire, et donc il faut prendre le temps de discuter au niveau du territoire. Donc exactement ce qu'a dit Monsieur Crac, c'est que on ne peut discuter du partage de l'eau que entre tous les usagers. Un usager tout seul, de son côté, peut pas se partager le gâteau à lui tout seul. Donc, il faut mettre tout le monde autour de la table. Il faut que tout le monde se parle pour comprendre ses usages et qu'on décide ensemble de comment on partage le gâteau. Et ça prend beaucoup de temps. Voilà. Et donc, effectivement, au moment où on fait les constats, déjà connaître la ressource. Déjà, rien que ça, c'est compliqué. Savoir comment une nappe s'alimente, comment elle se recharge, combien on peut prendre dans cette nappe. Rien que ça demande déjà des années d'études. Et une fois qu'on sait ça, il faut discuter de comment on partage la ressource. Donc, ça prend du temps et malheureusement, il faut le passer, parce que tout le temps qu'on passera pas à faire ça, on le perdra après. Donc, la solution ne peut venir que du territoire et des discussions locales. Et après, il y a les études de volume prélevable, il y a les PGRE, les PTGE, les HMUC. Enfin, il y a plein de petits outils qui permettent de faire cette concertation. Mais bon. C'est des acronymes qui recoupent tous la même chose, c'est-à-dire on met tout le monde autour de la table, on étudie la ressource pour savoir de combien on dispose, et on se partage cette ressource. En sachant que ça, c'est juste le temps présent, et qu'ensuite il va falloir projeter ça en prospective dans le futur pour savoir effectivement qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce qu'on doit faire pour s'adapter. Voilà. Sachant qu'on peut passer beaucoup de temps à essayer d'adapter l'environnement à ce qu'on fait aujourd'hui, mais ça, c'est un peu peine perdue. Il va bien falloir qu'on s'adapte, nous, à l'environnement, exactement toute la démarche que décrivait Madame, parce que c'est quand même ça la bonne solution à la fin. Peut-être une dernière question. Ouais, super. Merci Raphaël. Bonjour. J'ai une question à Monsieur Alban par rapport à votre première intervention. Vous avez dit que on subissait encore des pollutions liées à l'agriculture, notamment aux pesticides qu'on retrouvait dans le milieu naturel, et que les pollutions urbaines avaient plus ou moins été réglées. Les pollutions industrielles aussi. Je ne suis pas sûr que les médicaments que l'on retrouve dans les réseaux d'assainissement sont traités au niveau des stations d'épuration.
Et je pense que la pollution par les médicaments utilisés par les hommes est peut-être aussi importante que la pollution par les pesticides. Alors, les pollutions, ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure qu'on les résorbe, il y en a de nouvelles qui apparaissent. Donc, c'est sans fin et les gens qui travaillent là-dedans ont sans doute du travail pour très longtemps. Donc, effectivement, on a... vous n'avez pas connu, vous êtes tous très jeunes dans la salle, mais faut vraiment avoir l'idée que dans les années à post-Seconde Guerre mondiale, les rivières sont des poubelles. On balance absolument tout dans les rivières. Donc les eaux usées, les eaux industrielles, les plastiques, enfin tout. Et aujourd'hui, on est quand même très très loin de ça, quoi. Vous vous baignez très souvent dans des rivières. Donc on a fait, je parle bien d'efforts considérables pour atteindre ce niveau-là. Et malheureusement, effectivement, il y a d'autres problèmes qui apparaissent. Donc on a toujours ces pesticides qui sont massivement présents dans les rivières, et c'est bien eux qui sont très largement le facteur polluant dans les rivières et les nappes. Mais on a aussi des nouvelles molécules beaucoup plus infimes qu'on retrouve. Et là encore, les rivières sont le reflet exact de nos vies. C'est formidable. Donc vous trouvez dans les rivières tout ce qui compose votre vie, de la nicotine, de la caféine et des médicaments, des antibiotiques, des antidépresseurs, etc. Ce sont des molécules qui, a priori, on se dit, bon, la nicotine, les poissons sont peut-être un peu dérangés par ça, mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas les effets cocktails de ces molécules, donc qui peuvent s'associer pour donner des effets négatifs. Les antibiotiques, on sait que ça peut avoir effectivement des effets très négatifs parce que à force, les bactéries vont devenir résistantes aux antibiotiques. Donc il y a tout un tas de molécules dont on connaît pas très bien les effets et effectivement qu'on retrouve dans les rivières. Et on essaye quand même de travailler à leur résorption un peu partout. Même si et il y en a certaines qu'on ne sait pas traiter et qu'on va traîner pendant très très longtemps. Vous avez tous, vous avez peut-être entendu parler des PFAS, les perfluorés, qui ont été utilisés en chimie pendant des années et qui sont dans nos nappes et nos rivières sans doute pour encore très longtemps parce qu'on ne sait pas les traiter. C'est très probable que certains d'entre vous aient entendu parler des perfluorés, parce qu'on a effectivement eu une conférence la semaine dernière à ce sujet. Donc on se permet de reprendre la main rapidement, parce qu'on voulait pouvoir conclure, et puis aussi annoncer d'autres conférences à venir. Donc en conclusion, rapidement, donc je parle sous surveillance, j'espère ne pas déformer ce qui a pu être dit. Mais voilà, on voulait revenir sur certains éléments qui ont pu être évoqués, notamment le fait, donc... Au début, on a montré, évidemment, c'est l'objet de cette conférence, de traiter les liens entre eau et agriculture. Il faut bien comprendre qu'il y a d'autres usages qui viennent s'ajouter, qui sont donc des pressions supplémentaires en termes sur les ressources en eau. Donc on pensera notamment aux besoins domestiques puis aux besoins industriels qui sont moindres à l'échelle mondiale en tout cas par rapport aux besoins agricoles, mais qui participent justement à ces pressions sur les ressources. Donc les enjeux dépassent la question de l'agriculture pour la préservation en eau. Pour les enjeux liés à l'agriculture, ça dépasse aussi donc la réponse qui pourrait nous venir évidemment à l'esprit, c'est la question de la sécurité alimentaire. Est-ce qu'on est capable de s'approvisionner en nourriture? En réalité, ça a été dit un peu en seconde partie de la conférence, mais il y a aussi des services rendus par l'environnement, puisque justement, il y a des enjeux qui sont liés au rôle que des services rendus par l'agriculture, puisqu'il y a des enjeux qui sont liés au rôle que l'agriculture peut avoir par rapport à certaines limites planétaires. On a beaucoup parlé de cycle de l'eau, il y a aussi la question du cycle carbone qui a été évoquée par M. Soquet, et effectivement, l'agriculture peut jouer un rôle de puits de carbone dans une certaine mesure, donc répondre un peu à ces enjeux-là. Par ailleurs, donc, on a évoqué effectivement les tendances, les dynamiques liées à la disponibilité en eau, en montrant une certaine raréfaction, en montrant aussi l'interdépendance qui existe entre l'agriculture et les ressources en eau, enfin en tout cas le cycle de l'eau. Donc une interdépendance parce qu'il y a une influence réciproque. Par rapport à ça, justement, il y a des solutions qui sont développées qui visent à maintenir la disponibilité en eau tout au long de l'année, qui sont loin d'être des solutions consensuelles. On a pu le voir à travers l'article, on a pu l'évoquer aussi par la conférence.
Ça pose des questions donc, de conflits d'usage, des conflits d'usage déjà entre les différents agriculteurs, mais aussi entre les besoins agricoles et les autres besoins qu'on évoquait précédemment. Et puis enfin, et ça a été aussi souligné, plus largement, il ne faut pas penser qu'aux besoins humains, il y a aussi des besoins dits naturels. Et donc vis-à-vis de ça, justement, l'eau joue un rôle dans les écosystèmes. Donc parfois artificialiser le cycle de l'eau, ça revient à avoir un impact sur ces cycles, sur les autres cycles naturels. Et puis finalement, pour conclure, on vous propose aussi de revenir un peu sur éventuellement la question qu'on a pu soulever dans la fiche, que peut-être vous avez vu pour certains, qui était quelle résilience après l'abondance. Bon, alors le terme résilience est parfois un peu utilisé de manière abusive. Nous, en l'occurrence, ce qu'on voulait évoquer derrière, c'était surtout la question de la vulnérabilité, en cherchant à voir en quoi justement certaines pratiques, en maintenant notre besoin en consommation en eau, finalement maintenaient aussi notre vulnérabilité à l'eau. Ce qui suppose donc d'accompagner ces solutions alternatives qui visent pour le coup à réduire notre consommation en eau. C'est ce qu'on a vu donc à la fin de cette conférence, et plus largement, ces solutions, pour exister, elles supposent de repenser, d'avoir une approche plus systémique et de repenser un système global de production. Et certaines questions évoquaient justement ce sujet-là, et ça a été évoqué ici pendant les échanges. Mais en fait, est-ce qu'on peut repenser notre système de production si on ne repense pas aussi notre système de consommation? Donc voilà, c'est un peu l'élément sur lequel on voulait vous proposer de terminer, la question de l'alimentation plus largement. Donc, on vous invite à y réfléchir. Pour ça, il y a aussi la possibilité d'y réfléchir lors des journées d'échange organisées par l'Agence de l'eau, qui auront lieu donc à Mâcon le 9 mars et à Avignon le 16 mars, qui vous proposeront probablement, très certainement, une approche beaucoup plus complète et holistique que ce qu'on a pu faire aujourd'hui. C'est sur toute une journée. Par ailleurs, il y a aussi une prochaine conférence qui sera organisée et qui traite de la filière hydrogène pour la transition écologique. Et si vous voulez continuer à échanger avec nous ou parler de toute autre chose, on vous donne rendez-vous au café du 7e art, je crois. Voilà. Promis, on ne vous parlera pas du bilan en eau de vos boissons, c'est pas le sujet. N'hésitez pas à venir donc, pour continuer le débat ou partir sur toute autre chose. Faites attention malgré tout, il y a des grèves, vous avez peut-être remarqué. Voilà. Donc à 20h30, il n'y a plus rien. Et merci beaucoup pour votre question, votre participation. Merci beaucoup à nos intervenants et également de s'être rendus parfois très loin et malgré les problèmes de transport. Voilà, bonne soirée à tous et merci pour l'organisation, tous ceux qui ont participé, notamment nos enseignants.